toutes les bandes d'annonces, les images qu'on a vues du film depuis un an et demi, j'avais un peu peur en y allant et je suis sorti de la salle avec un grand sourire sur le visage. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, bah là on va faire la review, peut-être la plus longue sur un film solo de notre podcast. Je sais pas. Enfin, qu'on a fait à deux, parce que c'est vrai qu'on avait fait des podcasts assez longs, mais on était à plusieurs et on parlait d'autres choses. Mais là, sur un seul film, il y a moyen que ce soit le truc le plus long. En tout cas, c'est le podcast de cette année qu'on attendait de faire depuis longtemps, en fait, parce que nous, on l'attendait quand même pas mal, le film, Ista. Bah oui, carrément. On était ensemble quand il y a eu l'annonce de James Gunn du fameux chapitre Gods and Monsters, comme il appelle ça, et qu'il a lancé le film Superman, et puis tout le plan quoi du DC Studio. Et ouais, donc ça fait 2 ans et demi quoi qu'on attend ça. C'est ça fait un moment, voilà. Et on en parle souvent, même dans la chaîne, dans les news de la semaine, etc. de Superman qui va venir. Là, il est finalement là. Voilà, on verra aussi est-ce qu'il va marcher ou pas. Mais Superman, toi, est-ce que c'est un super-héros qui te parle de base ? Est-ce que voilà, t'as grandi un petit peu avec lui ? Oui et non, c'était plus Batman quand même. Superman, en fait, pour moi, c'était des films kitsch sur RTL9. Voilà. Après, il y avait quand même le dessin animé L'Ange de Metropolis qui est passé sur France 3, je crois. Donc, il y avait des trucs que j'aimais bien, mais c'était pas mon super-héros préféré, on va dire. Après, je me suis intéressé un peu au personnage plutôt vers... quand il y a Urban Comics qui est arrivé sur le marché des comics en France et qu'ils ont amené les New 52 et qu'il y a qu'ils ont repris le catalogue DC Comics et ils ont tout relancé. Et là, je me suis plus intéressé en fait à l'univers DC Comics en général, à Batman mais aussi à Superman. Et c'est là que j'ai lu des classiques comme All Star Superman, Superman Red Son, etc. Et que là j'ai vraiment apprécié le personnage quoi. Ouais, bah moi pareil que toi, moi je suis fan de Batman, voilà, je le dis à chaque fois, j'ai l'impression sur la chaîne, mais oui, je préférais l'univers de Batman à côté. Enfin, il y avait surtout plus de films quand j'étais jeune, plus de séries animées, etc. Même si il apparaissait dans des dessins animés Superman, moi j'avais Justice League et évidemment la série Superman The Animated Series qui est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que c'est un perso qui m'ennuyait un peu, c'est-à-dire que je le trouve trop fort, voilà, je suis jamais vraiment inquiet pour lui, il est quelqu'un de très droit, etc. Donc c'est pas quelqu'un, c'est pas un perso que j'ai vraiment apprécié. Et même les films en soi, on va en reparler tout de suite après. J'ai jamais été un gros fan en fait de la figure de Superman quoi. Voilà, il y a les films, le film Superman en 1978 de Richard Donner et Christopher Reeves. Toi, tu les avais vus quand t'étais jeune ? J'avais des souvenirs fugaces, on va dire. Voilà, je m'en rappelais un peu, mais en fait, je l'ai revu il y a, je sais pas, 3-4 ans. Et là, pour voir bien le film, parce qu'en fait, je m'en souvenais plus trop, c'était que des passages que j'avais en tête plus qu'autre chose. Mais c'est pas un film qui m'a marqué quand j'étais jeune, j'avoue. Ouais, comme d'habitude, pour ceux qui sont pas l'habitude de podcast, avant de parler du film, on parle un peu de ce qui l'entoure, de notre relation, par exemple, là, avec Superman. Et moi, le film de 78 aussi, je le porte pas vraiment dans mon cœur, quoi. C'est pas un film vraiment, j'ai vraiment grandi avec. Et même à l'époque, il me passionnait pas tant que ça. Je l'ai revu, là, avant de voir Superman. Et, il y a un truc qui est vrai, c'est que Christopher Reeves, il est super, il est génial, hein, vraiment. Je pense que voilà, il arrive à jouer Superman et Clark Kent, mais d'une manière, mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Le changement de posture, de manière de parler, etc. Enfin, tout ce qui est bien dans le film, ça se rapproche de lui, quoi. Vraiment, c'est vraiment le cœur du film. Et c'est un truc banal de dire ça maintenant, mais c'est vrai que quand je l'ai revu, en fait, ça impressionne toujours, quoi. En fait, Christopher Reeves, vraiment dans le film. Et voilà, après, c'est un film qui est sûrement bien dans son temps. Voilà, c'est un film. Voilà, Richard Donner, je trouve qu'il a eu techniquement, c'était un très bon faiseur, etc. Il a vraiment réussi c'est le premier film de super-héros tel qu'on le pensait, hein. À l'époque, c'est un film extrêmement important pour le film de super-héros. Mais après, voilà, il y a des trucs qui sont bien dans leur époque. Je pense que la romance Superman-Lois,
bon voilà, elle tombe en 2 secondes amoureuse de lui, tout ça. Enfin, Lois, elle est un peu nunuche, même si elle est pas que nunuche, elle est aussi, voilà, elle est intrépide, elle a du caractère et tout ça. C'est pas juste un perso un peu osef. Voilà, c'est un perso qui est dans ces années-là, quoi. Oui, bah c'est les codes de l'époque, quoi. Forcément, on est en 78, je crois. Donc, ouais, il y a à peine le premier Star Wars qui vient de sortir une année avant. Bon, oui, ouais, ça fait 40 ans, là, on n'est plus du tout dans le même code actuellement. Donc, ça fait un peu vieillot, quoi, oui. Et en plus, enfin, la structure du film aussi, ça m'a un peu marqué. Elle est très bâtarde, quoi. C'est vrai que le film est très long pour ce qu'il est, quoi. Le film fait 2h20, je crois qu'il fait comme Man of Steel, mais en même temps, il y a pas grand chose, quoi. Et même le début sur Krypton est assez long, puis le début, ça fait un genre d'origin story sur l'adolescence un peu de Clark, mais ça dure 20 minutes, et puis après il devient derrière Superman. Enfin, tu sens que c'est pas très rodé à ce niveau-là, et ouais, moi je trouve que dans la structure, il y a des trucs bizarres, genre Gene Hackman, qui joue Lex Luthor, il arrive hyper tard, en fait, dans l'intrigue, quoi. Il arrive vraiment dans le dernier quart du film, dans le dernier tiers du film, et en plus... Ah, je me souviens plus qu'il arrivait si tard. Dans le dernier tiers du film, je dirais plutôt. Mais voilà, j'ai extrêmement du mal avec son Lex Luthor, c'est avec ses 2 assistants insupportables et tout ça. Je trouve pas ça très drôle. Et voilà, je trouve pas que c'est un méchant très mémorable, Gene Hackman, même si j'aime bien l'acteur. Hein. Et bon, voilà, je comprends qu'il ait marché en son temps. Je suis pas hyper fan de Superman de Christopher Reeves, enfin de Richard Donner, quoi. Faut dire la vérité. Moi, je préfère Superman 2, parce que j'ai vu Superman 2 là. Richard Donner Cut là qui était sorti, et en fait il est beaucoup plus comique en fait, mais je trouve que l'humour marche beaucoup mieux en fait, parce qu'il y a un décalage en fait avec les Kryptoniens, donc Zod, etc., qui viennent sur Terre, et même Gene Hackman est plus drôle dans ses interactions avec eux, et le film ressemble beaucoup à Spider-Man 2, voilà, dans la remise en question de Superman, de ce qu'il est, etc., quoi. Ouais, et puis bon, moi j'aime bien les méchants quand même un peu extraterrestres et tout dans l'univers Superman. C'est peut-être ce que je préfère plutôt que... Bon, on verra, mais... Ouais, bah après... Non, les scènes de combat sont assez datées, quoi, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant de le voir combattre, mais en même temps d'essayer de sauver les gens, etc. Enfin, il y a un truc quand même avec ce Superman qui marche super bien quand même, mais voilà. Moi, je préfère Superman 2 à Superman 1, voilà. Mais tu vois, comme tu disais tout à l'heure que, tu sais, il y a ce truc comme quoi beaucoup me disent que Superman, il est trop invincible, tout ça. Bon, moi, avec des personnages comme Zod, ils ont la même puissance, et donc, tu vois, ça amène quelque chose, ouais, qui mais fait que, c'est un vrai danger, quoi, tu vois. Je suis d'accord, mais après, dans l'action et tout, il galère pas tellement. Les personnages de Christopher Non, ouais, Reeves, chez Donner, non, pas trop. c'est pas ça le cœur du truc, quoi, pour le coup, quoi. Et ensuite, il y a eu Superman 3, 4, mais bon, moi, je les ai pas revus depuis longtemps, et ça avait l'air d'être J'ai jamais vu, j'ai pas envie de les voir. Bah, en fait, moi, j'ai des souvenirs de Superman bourré, etc. J'ai que des flashs de quand j'étais jeune, mais j'ai pas de souvenirs du film. Superman Returns aussi, pareil, je me souviens d'un truc qui m'avait pas marqué du tout, quoi, pour le coup. Et en 2013, par contre, est venu Man of Steel, et on a déjà parlé de Man of Steel sur notre chaîne, parce qu'on a parlé dans un podcast du tout le DCU. Voilà, et bon, on avait fait un podcast dessus. Qu'est-ce que tu penses un peu de Man of Steel rapidement? Ce que j'avais dit, c'est que moi j'avais plutôt apprécié à l'époque, hein, quand c'est sorti, ce côté épique et tout, j'aimais bien et tout, tout le côté destruction de porn et tout, je veux dire, bon, c'était quand même impressionnant, faut pas dire, mais après, bon, il y a un problème sur la caractérisation du personnage, je trouve. Henry Cavill avait quand même du charisme, je trouve, hein, voilà, mais après, bon, le fait qu'il fasse la gueule tout le temps, je suis pas fan, mais voilà, quoi. Mais c'était pas un mauvais film, en vrai, ça va. Moi j'aime plutôt bien Man of Steel. Enfin, jusque là, voilà, je vais pas spoiler mon avis, mais c'est mon film Superman préféré. Ouais, moi je préfère celui de Richard Donner, etc. Parce que je suis un peu contemporain de ce film-là, et c'est un film qui était dans la lignée des films de Nolan, ultra réaliste, etc. Enfin, d'essayer d'ancrer Superman dans le réalisme. Et moi, ça me dérange pas du tout cette approche-là, pour le coup. Et je trouve que la mise en scène des combats qui sont Dragon Ballesques, voilà, ça a beaucoup été dit que c'est ce qui se rapproche le plus d'un film Dragon Ball, plus que Dragon Ball Evolution en tout cas. Et ouais, c'est vrai que techniquement et même en termes de générosité de scènes d'action, c'est vrai que ça envoie, quoi. Mais peut-être même trop, parce qu'il y a quand même plus d'1 heure de scènes d'action à la fin, au bout d'un moment t'en peux plus. Mais c'est vrai que c'est tenteste, et techniquement, c'est vrai que ça n'a pas trop vieilli, c'est plutôt impeccable. Surtout qu'après, on a eu pas mal de films de super-héros où on regrettait que les scènes d'action n'étaient pas aussi bien faites et aussi généreuses, et là, pour le coup, ça envoie, quoi. Et là, pour le coup, Zack Snyder, je trouve qu'il a vraiment fait un bon travail.
peut-être même son meilleur travail en termes de mise en scène, je trouve, Man of Steel. Voilà. Maintenant, je trouve que effectivement l'écriture de certains persos et de relations, c'est assez compliqué. Hein. Voilà, Jonathan Kent, par exemple, ce qu'il veut inculquer et tout, je trouve que ça marche pas du tout. Je vois un peu ce qu'il veut faire dans le sens où il veut protéger son fils, donc du coup il lui dit de pas sauver les gens. Mais je trouve que c'est pas du tout exploité en fait après dans le reste du film. Et c'est même, ça donne un côté, ça n'a aucun sens quoi. En fait, au final, quand tu réfléchis à ce qu'ils disent ça et tout. Et ouais, moi j'ai un gros problème avec la caractérisation en fait de Clark Kent, c'est-à-dire que le côté humain n'intéresse pas du tout Zack Snyder, mais pas une seule seconde quoi. C'est-à-dire la dualité Clark Kent Superman, tu l'auras jamais dans cet univers-là. Et ouais, Clark Kent l'intéresse pas du tout quoi. Et il y a que le côté Dieu en fait qui l'intéresse. Et il axe en fait son angle de point de vue en fait sur Superman que par cet axe-là. Mais le problème c'est qu'il a aucune subtilité et il passe tout par ça. Donc à chaque fois, ça va pas être subtil. Il y a une image christique toutes les 5 secondes. T'as le fait que Superman il veut qu'il ait 33 ans comme Jésus au moment où il a été crucifié. Enfin, que des trucs comme ça. Et moi je trouve que c'est le problème, c'est-à-dire que, et ça je pense qu'il y a plein de gens qui vont être plutôt d'accord avec moi, même s'ils aiment bien le film, c'est-à-dire que j'ai jamais entendu quelqu'un me dire ouais, ce Superman-là, ce personnage-là, il est touchant, quoi. Il m'a touché, quoi. Ce Superman-là. Ça veut dire que jamais il m'émeut, en fait, ce personnage. Je suis beaucoup trop éloigné de lui, quoi, tellement il veut le rendre christique, etc. Et pas du tout s'attarder sur vraiment ses côtés humains, quoi. Et même, enfin, moi, je trouve sa relation, comme je dis, avec Jonathan Kent, mais même avec Lois Lane, je trouve ça pas si intéressant que ça, quoi. Et c'est peut-être le film qui s'en sort le mieux encore, mais c'est pas la folie, je trouve, sa relation avec les humains, avec Lois Lane, etc. Je trouve que c'est pas, voilà, ça m'a pas du tout parlé, quoi, en fait, dans le film. Ouais, t'as dit beaucoup de choses là. Mais ouais, parce que au début je voulais rebondir sur quand tu parlais des scènes d'action, mais je disais, j'ai l'impression aussi que ça a laissé un peu, comme on dit, une trace dans la pop culture, comme j'aime bien dire. Mais par exemple, je me rappelle que j'avais regardé la série Supergirl et ils reprenaient un peu, tu sais, les gros plans, les zooms pendant le vol quand il fout des patates. Et ils avaient repris ce truc-là et tout, tu vois, donc ça a marqué quand même. Bah, son principe de mise en scène qui fonctionne, c'est que il a vraiment une mise en scène assez terre à terre en fait, on va essayer de faire une vraie caméra épaule qui arrive pas en fait à capter Superman, quoi. Quand il met des coups, ça balance de l'autre côté et tout. Et c'est vrai que ça fonctionne hyper bien, quoi. Je dois avouer, les scènes de combat. Après, ça peut poser un problème, je pense, le destruction porn au bout d'un moment. Je trouve que au bout d'un moment, ça c'est trop. Il y a même plus d'impact. Ça a même plus d'impact en fait. Le monde, la destruction en fait dans le monde dans lequel il évolue, quoi. Mais après, voilà, je vais pas bouder mon plaisir. Moi, je trouve que j'aime bien le film de Zack Snyder, quoi. Voilà, mais après il y a le côté il y a une ville complètement détruite et il y a Lois et Clark qui s'embrassent au milieu d'une ville entièrement détruite dans un cratère. Bon voilà, quoi, c'est un peu de mauvais goût, quoi. Et puis vous voyez, effectivement, on est, comme t'as dit, le côté humain, je trouve que ça marche pas trop parce que il y a un moment, à la toute fin quand il tue Zod, tu vois, tu pourrais être en train de pleurer et tout parce que tu dis bon, il a tué peut-être la dernière personne qui est comme lui parce que c'est un Kryptonien, mais au final comme t'es pas très attaché à ce personnage émotionnellement, Oui, bon, moi en tout cas il m'emporte pas vraiment, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Et du coup l'univers Zack Snyder, il est devenu ce qu'il est, hein. Voilà, on va pas se mentir, on en a déjà parlé dans un double épisode qu'on a fait sur le DCU qu'on vous invite à écouter parce qu'il est assez drôle et en vrai moi je suis plutôt fier de cet épisode où on revient un peu sur tous les problèmes du DCU. Voilà, mais après le DCU a un peu implosé et il s'est passé quelque chose du côté de chez Marvel. C'est ça qui est assez drôle, c'est que ils ont viré James Gunn parce que un mec a dit il faisait des blagues à l'époque sur Twitter, voilà, faut le virer. Et du coup il s'est fait virer. C'est une campagne de l'extrême droite aussi, faut dire, hein. C'était aussi parce que James Gunn attaquait Trump sur les réseaux, donc il y a des mecs d'extrême droite qui ont été chercher des vieux tweets où il y avait des blagues, oui, effectivement, de mauvais goût, un peu pas loin d'être pédophile, quoi, en gros, et tout. Il faisait des blagues comme ça, hein, mais après, enfin. Ouais, voilà, il faisait des blagues, voilà. Lui, il aimait bien choquer à l'époque, hein, de toute façon. Mais il vient de l'école trauma, enfin, je veux dire, Marvel, ils ont fait les choquer, mais bon, enfin, voilà, ça a toujours été James Gunn qui avait un humour hyper gras et hyper, et qui voulait mettre mal à l'aise, quoi. Après, effectivement, il est allé chez DC faire de Suicide Squad. Et après Marvel l'a rappelé pour qu'il fasse les Gardiens de la Galaxie 3 et c'est un peu son chant du cygne, mais DC très rapidement, il y a eu d'abord Monsieur Black Adam, Monsieur The Rock qui a essayé de reprendre les rênes du DCU. Ça s'est pas passé comme prévu pour lui et très vite James Gunn est revenu, voilà, pour prendre la place entre guillemets de gérant créatif en fait du DCU. Est-ce que t'aimes bien James Gunn, Ista, toi?
Moi, j'aime beaucoup James Gunn depuis le début. Enfin, depuis le début, je vais dire, depuis Les Gardiens, quoi. Parce que c'est là que je l'ai découvert, comme beaucoup de monde, en vrai. Après, j'avais rattrapé un peu sa filmo, mais oui, depuis Les Gardiens, moi, j'aime tout ce qu'a fait James Gunn. Même si à l'époque des Gardiens 2, quand c'est sorti, j'étais un peu déboussolé. Je sais pas, j'étais un peu, je suis un peu déçu et tout. Et en fait, en le revoyant, non, en fait, moi, je trouve que toute sa filmo, elle est hyper solide et c'est un réal que j'aime beaucoup. Ouais, pareil, moi j'aime bien James Gunn en fait. Voilà, j'aime bien en fait les personnages en fait qu'il met dans ses récits, quoi, qu'il met en scène. C'est-à-dire que c'est des personnages assez méchants, quoi, assez gris souvent dans ses films, des persos souvent imparfaits avec des fêlures, mais en fait il aime bien avoir cette dynamique en fait de bande, de mecs un peu rejetés, quoi. Ces dynamiques de groupe, on retrouve beaucoup ces joutes verbales entre personnages qui me font beaucoup rire avec un humour assez caustique, quoi, dans la moquerie, quoi, les uns vers les autres, et ça va même parfois dans des délires, dans l'humour assez grotesque, etc. J'aime bien quand des fois il va à fond dans ce côté-là, et mais au final il aime toujours ces personnages, et c'est ça que j'aime beaucoup en fait chez James Gunn, c'est qu'il y a une empathie sincère pour eux en fait à chaque fois, c'est-à-dire que on est dans la comédie, il y a beaucoup de blagues, mais il oublie pas l'émotion en fait, ces personnages, même s'ils sont pathétiques, à chaque fois ils vont avoir un petit moment flamboyant, enfin un moment qui vont nous faire vraiment les apprécier, quoi. Et bon, après on retrouve quelques marottes dans son cinéma. Il aime beaucoup les bestioles, il en met souvent partout, il a une vraie utilisation de la musique dans ses films, voilà, dans Les Gardiens par exemple, c'est là où on le voit le plus, quoi. Et bon voilà, tous ces personnages ont des daddy issues dans absolument tous ces films, c'est souvent ça, quoi. Enfin absolument, peut-être pas partout, mais souvent en tout cas ils ont ça. Et moi, Les Gardiens de la Galaxie, ouais, je pense que c'est parmi les meilleurs films du MCU, assez facilement en fait, parce qu'il arrive vraiment à travailler une vraie ambiance et des vrais visuels cartoonesques en fait, là où on était au milieu de films un peu post de Dark Knight, c'est-à-dire des films assez ancrés dans le réalisme, etc. Lui, il arrive à vraiment construire un univers de SF, quoi, avec plein de planètes, d'aliens différents, avec un mélange de prosthétiques et d'effets numériques assumés, etc. Et il s'est permis ça aussi parce que il a été dans la dimension cosmique en fait de l'univers du MCU, il n'était pas sur Terre ou quoi, donc il a eu un peu plus de liberté aussi que beaucoup de films du MCU n'ont pas, c'est-à-dire que ils sont obligés d'être dans un univers assez réaliste, donc du coup tu sais, tu peux pas aller dans l'exubérance de trucs cartoonesques ou quoi, alors que lui si, tu vois, il est dans l'univers, il est dans l'espace, et je pense qu'il a réussi un peu à négocier tout ça, et il a parmi les personnages les plus intéressants du MCU, dans le sens où ce sont des vrais méchants, voilà, ces personnages. Et c'est rare d'avoir dans des blockbusters américains des vrais méchants. On pense à, évidemment, Suicide Squad de David Ayer, où en fait, on te dit oui, c'est des méchants, ultra méchants, et en fait, ils sont pas du tout si méchants que ça. Will Smith, il est très gentil, enfin, il est pas très gentil, mais voilà, c'est un espèce d'anti-héros qui est gentil avec sa fille, etc. Là, non, on est avec des connards quand même, tu vois. Et je trouve que cette constitution, en fait, d'une équipe, en fait, se mélange super bien, comme à chaque fois chez lui, dans les bandes, etc., qui sont différents, mais qui, en fait, dans les douleurs de leur vie se réunissent. Et moi, le perso préféré que je pense, enfin un de mes persos préférés du MCU, je sais pas si c'est mon perso préféré, mais en fait c'est Rocket, quoi. Parce que le mec c'est un connard et qui va pas s'excuser de l'être, quoi. Bon, évidemment, dans l'évolution de la saga, il va devenir un peu plus appréciable, voilà, et on va comprendre son passé, etc. Mais il reste un vrai perso, un vrai connard, quoi. Quand il vole les batteries, moi, dans Les Gardiens de la Galaxie 2, il le fait juste parce qu'il en a envie et tout. Enfin, c'est vraiment des trucs que tu retrouves pas dans tous les persos, quoi. Et j'aime aussi beaucoup la construction de cette trilogie-là. Et ça, je pense que tu me rejoindras assez facilement, que Les Gardiens de la Galaxie, c'est la meilleure trilogie, parce que je trouve qu'il y a une vraie évolution, une construction, en fait, à travers cette trilogie. C'est-à-dire que c'est la trilogie la mieux construite dans ses personnages. C'est-à-dire que Star-Lord, Nebula, Rocket et tout, il va y avoir vraiment une progression en fait dans tous ces personnages-là, en fait dans les trois films, quoi. Et c'est même intéressant de voir que Star-Lord, qui est le perso principal du premier, avec qui on découvre toute l'équipe, petit à petit les autres vont avoir plus de place, jusqu'à même Rocket est une place centrale dans le dernier film, quoi. C'est limite le perso, c'est peut-être pas le perso principal, mais en tout cas il a une vraie place prépondérante. Voilà, maintenant j'ai dit beaucoup de choses bien. C'est vrai que les films sont pas parfaits. Je trouve qu'il y a un cahier des charges. Là, je les ai revus. Enfin, j'ai revu les deux premiers Gardiens de la Galaxie. Et c'est vrai que le premier, qui était mon préféré finalement, c'est peut-être celui que j'aime le moins des trois. Parce que c'est là où on sent le plus le cahier des charges, quoi. C'est vrai qu'on a le méchant le plus aléatoire, où il faut placer la pierre. Voilà, la construction du récit, elle ressemble vraiment à un film du MCU classique, en fait. Il me semble que James Gunn, en plus, son premier, il est pas tout seul. Il est avec une autrice. Donc c'est pas 100% son film non plus. C'est pour ça qu'il se lâche plus après, non ceux d'après. Mais ouais. Il y a des trucs obligés que Kevin Feige lui a dit de mettre, quoi, aussi. Oui, bah c'est ça, ouais.
Et après, dans les 3 films, il y a des trucs obligés. Hein, mais, Adam Warlock dans le 3e, par exemple. bah voilà, moi, là où je le ressens le moins, bizarrement, c'est dans le 2e, où je trouve qu'il a plus de lâcher prise. Voilà. Et c'est peut-être mon préféré, finalement, le 2e film, à la revoyure, alors que c'est celui que j'aimais le moins. Mais c'est peut-être parce que c'est celui qui m'avait le plus circonspect à l'époque, je pense aussi. Parce que c'est un film qui est un peu plus fou, en fait. Et c'est un film qui a l'image, en fait, de la scène de Groot, en fait, au début. C'est-à-dire qu'il y va à fond, en fait. C'est vraiment le film de James Gunn où il se permet un peu tout ce qu'il veut. Bon, il y a des trucs un peu balisés, mais il se permet le plus de choses. Au milieu de beaucoup de films formatés, moi je trouve que ça fait plaisir, surtout la revoyure. Quand je pense, tu t'imagines, tu te fais tous les films du MCU, il y a quand même pas mal de films qui se ressemblent, et celui-là, bah il est vraiment, bon, il est très clivant. Hein, voilà, faut rentrer dedans clairement. Il a son propre rythme. Il y a des scènes qui s'attardent comme pas possible. Dans la scène où il demande à Groot d'aller chercher un truc et le Groot comprend pas. Enfin, il y a plein de trucs qui s'allongent, enfin qui font durer quoi la scène, etc. Donc faut vraiment entrer dans le délire. Mais moi je trouve que c'est clairement le plus beau film de James Gunn dans la MCU quoi. C'est le plus beau, le plus coloré, la DA est beaucoup plus carton. On est moins dans le côté Star Wars en fait. Des premiers Gardiens. Le premier Gardien a un côté un peu Star Wars. Là on va pousser le côté cartoonesque dans le 2 quoi. Et c'est ça que j'aime bien. Et c'est ça qui l'intéresse en fait James Gunn. Et même les personnages m'emballent beaucoup plus quoi. Je trouve qu'ils sont tous beaucoup plus creusés. Que ce soit Dave Bautista, Nebula et Gamora, leur relation, Peter Quill, Rocket et tout ça. Ils sont tous, ils sont plus de chair, ils me touchent beaucoup plus quoi. Bon, ça dégouline un peu plus, hein, je trouve. Voilà, il y a des scènes vraiment pour te faire un peu chouiner, mais je trouve que ça fonctionne quoi. Ouais, bah après je trouve que le 3 aussi, parce que le 3 il y a quand même toute la planète avec Nathan Fillion là où ils sont, c'est ultra coloré, ils ont des déguisements super bizarres, et puis il y a la planète des animaux et tout, donc il y a aussi ce côté cartoonesque qui est complètement là, même un méchant ultra théâtral avec le maître de l'évolution et tout. Oui, c'est le meilleur moi méchant. Moi j'ai une préférence pour le 3, je pense, parce que c'est le meilleur méchant, tout simplement, et que moi j'aime bien les méchants quoi. Je suis d'accord, le méchant est super, mais après moi je préfère le 2 parce que je sens un peu moins le cahier des charges que le 3, où il y a des trucs, la relation par exemple Gamora, Star-Lord, je trouve qu'on sent qu'il y a eu un truc qui s'est passé avant dans Infinity War qu'il a pas géré, et pareil pour Adam Warlock et tout ça. Oui, non mais il y a des trucs qui se marchent super bien, mais il y a un peu ce truc là un peu bâtard de tous les personnages sont pas aussi bien traités, alors que le 2 je trouve qu'il y a vraiment tous les personnages sont vraiment bien quoi. Ouais, le 2 était tellement à part, de toute façon il y avait même pas parce qu'il sort en fait il est sorti en mode vraiment t'as pas à faire de lien avec d'autres films ou quoi, tu fais ce que tu veux. Bah, c'est juste la suite directe du premier quoi, en fait c'est ça, c'est voilà, pour le coup. Ouais. Après bon, il lui a forcé à mettre la scène post-crédit, mais on s'en fout, c'est une scène post-crédit quoi, tu vois, je vais pas chialer pour ça quoi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand tu t'écoutes les interviews de James Gunn, clairement tu comprends que il a fait cette trilogie plus pour Rocket que pour Star-Lord. C'est Rocket qui l'intéresse, c'est pas Star-Lord du tout. Et il dit même lui-même qu'il s'identifie au personnage de Rocket. C'est le personnage qui est le plus proche de lui dans sa personnalité, tout ça. Il dit et clairement c'est pour ça qu'à la fin ils ont fait là le leader à la fin du 3 quoi. Ça devient le nouveau leader des gardiens quoi. Bah après aussi c'est peut-être aussi ça le truc, c'est que le premier film, je pense qu'ils pouvaient pas le commencer avec Rocket en perso principal. Je pense que ils auraient jamais accepté ça. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'on dévie petit à petit plus on avance quoi. Et c'est d'ailleurs le seul humain, hein, techniquement, de la team, d'ailleurs. Bon, il y a le frère de James Gunn aussi, Sean Gunn, qui a rejoint les gardiens un peu à la fin du 2 et dans le 3. Mais bon, voilà, on sait pas trop d'où il vient, lui. Oui, mais il est humain, quoi. Enfin, je veux dire, les persos principales, voilà, c'est Star-Lord. Mais est-ce que c'est pas un cyborg parce qu'il a une crête bizarre sur la tête? Non, j'en sais rien. Ah non, c'est la crête de Yondu. C'est la crête de Yondu, oui, c'est ça, mais c'est pas de ce truc-là. Mais on voit que ça l'intéresse beaucoup, quoi, les persos, voilà, les aliens, etc., quoi. Enfin bref, on arrive aujourd'hui à Superman, voilà le début d'un nouvel univers, même si on a eu Créature Commando, une série animée, voilà le début au cinéma en tout cas qui va, qui doit lancer l'univers, qui doit, je pense, bien marcher au box-office, voilà, c'est un peu Superman, coûte 225 millions, ce qui est à peu près la même chose qu'a coûté Man of Steel, il me semble à l'époque, pour Superman. Et bon, il y a une vision assez différente de Superman, on va en reparler tout de suite, et après dans la production en vrai, bon, on en a déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Il y a pas, peut-être t'as des choses à ajouter, mais je pense que voilà, on a déjà tout dit dans la chaîne et bon, voilà, il y a un Superman qui arrive de James Gunn, mais si tu veux rajouter des choses, tu peux. Ah non, de toute façon, c'est vrai que écoutez toutes les news, on en a parlé, c'est tous les formats news. Ouais, on a bien suivi le projet depuis un moment. Et bah, on va aller vers la critique. Voilà, la tant attendue critique, c'est parti. Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la
planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. David Corenswet est Superman, Rachel Brosnahan, Nicolas Hoult, Eddie Gategui, Nathan Fillion, Isabella Mercen et un tas d'autres acteurs e-stars. Voilà, je vais te la poser, la traditionnelle question que tu attends tant. Qu'est-ce que tu as pensé, rapidement, sommairement, de Superman de James Gunn? Bah, personnellement, j'ai adoré le film. La première fois, je l'ai vu 2 fois. La première fois, je l'ai vu, j'étais un peu dubitatif. Je savais pas trop quoi en penser, mais après, quand je l'ai vu une deuxième fois, mieux. J'en étant moins fatigué. ça marche bien. Ouais, vraiment, j'ai adoré. Je trouve que le Superman de Corenswet, il est super, il est vachement humain, il se permet de s'énerver, d'avoir, en fait, il a une vraie personnalité, quoi. C'est un personnage, qui est intéressant, quoi, qui a une vraie humanité, qui peut s'énerver, qui peut être gentil, qui peut changer d'humeur, quoi. Tout le casting, de toute façon, est plutôt bon. Nicolas Hoult, est un peu une révélation pour beaucoup de monde. En Lex Luthor, c'est le meilleur Lex Luthor qu'on a eu au cinéma, ça c'est clair et net pour moi. Rachel Brosnahan en Lois, elle est super aussi. Et ce que je trouve super, c'est que même tous les persos qui gravitent autour de son univers, autour de Superman, tout ça, ils ont tous un petit rôle, il arrive toujours à leur donner un petit truc, et en fait il arrive à caractériser pas mal de personnages alors qu'ils sont beaucoup, et en fait il n'y a pas vraiment de loupé, quoi. Et ça, je trouve ça assez fort. J'aime bien aussi comment c'est filmé, je trouve que la caméra elle bouge tout le temps, elle est hyper dynamique, et en fait je trouve que la première fois ça m'a un peu déboussolé, mais en fait la deuxième fois j'ai trouvé ça génial. Voilà, les scènes d'action sont super, l'histoire, moi j'ai plutôt apprécié, je trouve que le film a un bon rythme, tu t'ennuies pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, on peut en parler plus tard, hein. T'inquiète, on peut regarder pour on pourra parler plus tard, voilà. Mais voilà, moi j'ai vraiment adoré. Je pense que c'est un film qui vit très bien dans ma tête, et peut-être qu'il finira par être celui que je considère comme le meilleur film de James Gunn, c'est possible. Avec toutes les bandes d'annonces, les images qu'on a vues du film depuis un an et demi, j'avais un peu peur en y allant, et je suis sorti de la salle avec un grand sourire sur le visage. Voilà, je le dis. Je l'ai vu 2 fois aussi. C'est mieux passé la deuxième fois, en fait, parce que je pense qu'il y a un truc, c'est qu'il faut accepter le délire. Et c'est vrai que il y a pas beaucoup de films de super-héros et même de blockbusters qui poussent leur délire kitsch, cartoonesque aussi loin. Et en fait, c'est peut-être ça qui peut déstabiliser, mais une fois que t'es dedans et que t'acceptes le parti pris, en fait, c'est un super ride, en fait, ce Superman, et il pousse les potards hyper loin, quoi. C'est un film qui est hyper généreux, pour le coup, et qui a vraiment réussi à capter l'essence de Superman. Moi, j'adore tous les acteurs, toute la caractérisation de plein de personnages qu'il arrive à donner vie à un univers qui est pas la même chose que celui du MCU, et c'est très bien, quoi. Là, on est dans autre chose. Il fallait pas faire la même chose, et je trouve que c'est réussi. Est-ce que ça veut dire que tout est réussi dans le film? Non. Je pense que cette générosité qu'il y a dans le film, il y a beaucoup de persos, de situations, de lignes narratives, etc. Voilà, c'est très généreux, et c'est peut-être trop. C'est peut-être très dense. Mais est-ce qu'on préfère pas un film trop dense qu'un film qui ne met pas assez? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des problèmes, il y a des visuels qui marchent, il y a des visuels qui marchent moins, et on va en reparler juste après. Mais pour le coup, moi, je trouve que c'est un film ultra généreux. Et c'est le film que je voulais voir. C'est pas un film parfait, mais c'est un film qui me donne du frais, qui va à fond et au bout des choses, qui a une vraie personnalité. C'est quelque chose qu'on a pas mal oublié aussi dans pas mal de films de super-héros, parce qu'ils ont été lancés à l'appel, c'est qu'il y a beaucoup de films de super-héros qui n'ont pas de personnalité. Et ici, on retrouve vraiment la personnalité de James Gunn, pour le coup, mais il a encore repoussé les limites de certaines choses du côté cartoon et là j'ai vraiment eu l'impression d'être à faire un vrai comic book movie au sens propre du terme, et j'y reviendrai juste après. Maintenant, pour parler de la review, on prévient, on va spoiler le film, voilà, oui. Parce qu'on en parle en long, en large et en travers. Et petit disclaimer, parce qu'il faut faire des disclaimers avant de parler de ce film en général. Calmez-vous les gens qui n'aiment pas le film. Voilà, calmez-vous, ça va bien se passer. On aime le film, vous aimez pas le film, c'est pas grave. Franchement, c'est pas la peine d'insulter les gens, pas la peine de s'écharper pour ça, parce que voilà, il y a des guéguerres sur Superman, voilà, il y a des fans de Snyder aussi, voilà. On a déjà plein de fois parlé sur cette chaîne ou les trucs comme ça. C'est bon, c'est des films, faut se calmer, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Maintenant, tu vois, on est dans le respect, tout ça, et bon, moi je trouve qu'il y a des gens qui abusent, parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'est le pire film qu'ils aient vu de cette année, parce qu'ils sont dans l'abus total et dans la détestation du truc et tout. Tu fais bon, oui. Franchement, c'est le pire film que t'as vu de cette année, voilà. Même si c'est un film très clivant, et on va en reparler, je pense que c'est normal. Mais peut-être parlons d'un des premiers traits du film qui est assez intéressant. C'est le côté origin story, ou plutôt le film qui évite
l'origin story, en fait. Là, on a un parti pris qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est direct dedans. C'est-à-dire qu'on va pas te réexpliquer la 50e fois l'origin story de Superman. Voilà. Au bout d'un moment, t'as un carton de texte au début, voilà, qui te dit, voilà, il y a 3 jours, 3 ans, 3 trucs, et voilà. Et après, on est direct dedans. Et moi, je sais pas toi, mais je trouve le film, c'est hyper bien rythmé. C'est-à-dire que je me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est-à-dire que cette façon d'être directement dans le récit, où on traîne pas sur beaucoup des trucs chiants, des origines story qu'on retrouve, où il y a tous les passages obligés, on est obligé d'attendre 40 minutes, voilà, sur le coup. Bah, moi, je trouve que c'est hyper prenant, avec évidemment des respirations, c'est-à-dire que c'est très rythmé, mais il y a quand même des respirations dans le récit où c'est pas, voilà, scène d'action sur scène d'action sur scène d'action. Bah, moi, je trouve que le film passe super bien, je l'ai vu 2 fois. Et c'est un film qui se regarde vraiment bien. C'est peut-être même son film qui se regarde le mieux, tu vois, de ces 4 films de super-héros. Aussi, ouais. Parce que par exemple, tu parlais de Gardien 2, moi je trouve Gardien 2, quand ils vont sur la plaine de Ego, je trouve qu'il y a un peu une baisse de rythme, tu vois. Là, je trouve que ouais, ça se tient tout le long, il n'y a pas vraiment de baisse de rythme. Après, peut-être que c'est aussi un défaut dans le sens où certaines scènes de discussion un peu calmes et tout auraient peut-être mérité d'être un peu plus longues. Je pense notamment à la scène avec Jonathan Kent, peut-être que ça aurait peut-être mérité un peu plus long. Mais en vrai, ça dit l'essentiel quand même, donc ça marche. Donc bon, ça m'a pas tellement dérangé au final. Mais je peux comprendre certains qui trouvent que peut-être ça va trop vite, tu vois. Mais moi, je trouve que ça fonctionne quand même pas mal. Et ouais, non, le côté pas une origin story pour Superman, bah c'est pas plus mal parce que bon, on en a eu 3 quand même, non 2. Ouais, on a le Superman de 78 et le Man of Steel. Parce que dans Superman Returns, au final, c'était une suite des vieux films. Oui, c'est ça. Mais on l'a eu à 10 ans, quoi, avec Man of Steel. Et moi, je suis content qu'on n'ait pas eu la même approche, voilà. Voilà, ouais, c'est pas plus mal. Et puis, comme disait James Gunn, il a dit les origin story de Batman, Superman et Spider-Man, je crois que c'est bon. Mais même, en fait, quand on parle d'origin story, parce que, en fait, origin story, ça veut rien dire. C'est juste, tu peux faire l'origine d'un personnage et que ce soit différent. C'est juste qu'on a, c'est les codes. Voilà, c'est ça, c'est les mêmes, quoi. On retrouve Batman Begins, enfin voilà, j'ai l'impression de voir Batman Begins à chaque origin story maintenant, pour le coup. Et là, je me dis, c'est une manière originale, en fait, vis-à-vis d'autres blockbusters de te faire lancer dans un film et sur un certain personnage, et même de lancer même un univers, quoi. Et en plus, moi, je trouve que l'origin story de Superman, elle est pas si intéressante que ça. Voilà, je le trouve pas que on a besoin, et même je trouve pas qu'on a besoin de faire une origin story pour présenter un personnage, en fait. Je trouve pas qu'on a besoin de faire une origin story pour à chaque fois présenter un personnage. On se dise quand même, il faut avoir l'origin story du personnage pour s'attacher à lui, pour le comprendre. Non, si le personnage il est bien caractérisé, on va comprendre le personnage. On ne fait pas l'origin story de James Bond à chaque fois qu'il apparaît à l'écran depuis 100 ans. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, sinon au bout d'un moment, c'est plus possible. Les histoires se ressemblent toutes. Après, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau parce que Spider-Man Homecoming l'avait fait quand même déjà. Oui, mais là, il y a un problème. Pour moi, dans Spider-Man Homecoming, c'est bien que t'en parles, parce que j'aurais pas parlé, c'est que Spider-Man Homecoming ne fait pas la même chose, parce que on s'est tapé 2 origin story de Spider-Man juste avant, et ça je peux comprendre. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un gros problème de caractérisation pour moi avec Spider-Man Homecoming, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, Batman, par exemple, de Batman, quand de Batman il sort, il te fait pas une origin story, il arrive, il est Batman, tu vois. Pourtant, son perso, il sent le trauma de ses parents du début à la fin du film, tu vois. Tu comprends les enjeux de son personnage, tu comprends pourquoi il est Batman, tu comprends dans sa caractérisation qui il est. Moi, j'ai un problème dans Spider-Man Homecoming, c'est que, en fait, je ne sais pas ce qui l'a poussé à devenir Spider-Man. Je trouve qu'il manque des choses. Et on avait déjà parlé dans les problèmes de Spider-Man au cinéma. Et bah là, je trouve que Superman, en fait, il a pas besoin d'avoir une origin story. On te rappelle 2-3 trucs, hein, évidemment. Mais en fait, comme il est bien caractérisé, on en reviendra plus tard dans les personnages, bah pour moi, ça me dérange pas, en fait, qu'on n'ait pas d'origin story à son personnage. Et franchement, on a eu tellement de films post-Nolan qui veulent d'ailleurs tout expliquer de comment un super-héros devient un super-héros dans un univers plausible en plus. Et moi j'aime bien les films de Nolan. The Dark Knight, c'est mon film de super-héros préféré, voilà. Hein. Mais à l'époque c'était frais quand ils sont sortis ces films-là. Et d'ailleurs aucun autre film de super-héros pour moi n'a poussé le concept de l'origin story, de l'intériorisation de son personnage, de ses dilemmes, tout ça que Batman Begins. Pour moi il y a aucun film de super-héros qui a réussi à autant exploiter ce concept que ça. Donc en fait on se tape que des décalques en fait d'origin story depuis qui sont je trouve pas si intéressantes, quoi. Bah, oui et non, il y a Iron Man, il y a des bons trucs. Oui, bien sûr, mais Iron Man, c'est sorti en 2008, ça sort 3 ans après Batman Begins, il sort pas, aujourd'hui, Iron Man, il sort, tu me fais une origin story, j'en peux plus. Tu vois, je serais en mode, non, là, ça, c'est bon, quoi, tu vois. Et en plus, il y avait ce délire-là aussi que Nolan a pas mal poussé, c'est-à-dire de discuter de tout ou quoi, d'expliquer un peu tout, en fait. D'expliquer comment il est devenu. J'aime pas trop, moi, ça. Moi, en fait, j'aime bien parce que quand c'est bien fait. Mais en fait,
t'es pas obligé d'être dans ces veines-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films qui sont faits dans la veine de Dark Knight, que moi j'aime beaucoup quand je reviens, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a des films qui justifient constamment leur existence, en fait. Oui, leur existence, ou même les pouvoirs du personnage qui vont dire c'est pour ça que Et la nanotech et le truc et tout, ils sont obligés d'expliquer constamment les trucs fantastiques parce qu'en fait, ils s'inscrivent dans des mondes réalistes. Ici, on est déjà dans un monde fantastique. Ça étonne pas les gens de voir des kaijus, de voir une grosse bête, de voir un univers de poche. Il y a un univers de poche qui est créé, ou qui est un monde qui est complètement fou dans ce film. Et ça dit à Loïs, ouais, il y a un univers de poche. Et Loïs, ça fait, ah ouais, ok. Et puis après, on passe à autre chose parce que, mais en fait, ça fait 300 ans dans ce monde-là qu'il y a des méta-humains, il y a des trucs bizarres. Il y a même, enfin, il y a vraiment des monstres, mais c'est un peu le monstre de la semaine, quoi. C'est un lundi pour eux, tu vois, qui est un monstre qui attaque tu vois, c'est un peu, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que James Gunn, il comparait ça à l'univers de Star Wars, où l'univers de Star Wars, t'arrives direct dedans, et puis voilà, il y a des monstres, il y a machin, il y a des planètes avec 2 soleils, enfin, il y a tout et n'importe quoi. Et ben là, c'est pareil, t'arrives dans un monde où, ouais, ça fait, bon, il y a comme une justification qui dit qu'il y a 300 ans, il y a des monstres qui sont apparus. Oui, mais c'est une phrase, et puis voilà, t'acceptes le truc, faut rentrer dans le délire, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas vouloir rentrer en délire, mais c'est là aussi où je dis qu'il a vraiment réussi quelque chose, c'est qu'il a vraiment réussi à nous plonger dans un univers de comics. Dans le sens où on dirait vraiment que j'ouvre un comics avec une aventure Superman, quoi, ce film, quoi. Et c'est tellement rare, cette approche, enfin, déjà qu'elle soit là, mais qu'elle soit aussi poussée, je trouve, dans le film. C'est un vrai comic book movie par essence. Et je pense. Bah là où t'avais peut-être ça, c'est peut-être les Spider-Man de Raimi. Oui, je suis d'accord, mais ils étaient pas poussés autant, en fait. Non, parce que dans les Spider-Man de Raimi, il y a que Spider-Man. C'est quand même réaliste. Oui, il y a que Spider-Man. Non, mais je trouve que même l'univers et tout, il y a un ambiance comics, même dans les réactions des personnages et tout, il y a des trucs pas du tout réalistes, je suis d'accord, mais là on est dans un monde où il y a plein de super-héros, il y a plein de trucs bizarres, ça pousse pas le concept aussi loin, et c'est pas un problème, j'aime beaucoup les films de Sam Raimi, mais là on a un film, on n'a pas eu un film Superman, pardon, comme ça en vrai, c'est-à-dire que Snyder, c'était hyper réaliste, c'est-à-dire que voilà, pour le coup, on l'a dit plusieurs fois, c'était cette approche post-nolanienne, et Richard Donner aussi, il y avait un côté proche du réel, quoi. Ouais, Returns aussi, tous, moi je trouve que oui. Bah, de toute façon, c'est le code des super-héros depuis le premier Superman, ça a toujours été un peu ça. Bah, après, je trouve qu'il y avait plus de lâcher prise. Il y avait plus de lâcher prise dans certaines années, genre les Batman de Tim Burton, les Spider-Man de Raimi, ils s'inscrivaient pas dans un truc réaliste, quoi. Mais c'est vrai que le Superman de Richard Donner, il y avait un côté, pour crédibiliser, je mets ça entre gros guillemets parce que c'est pas ce que je pense, mais un peu, même la tagline, c'était vous allez croire qu'un homme peut voler. Vous allez croire que, tu vois, ça va vraiment se passer, quoi. C'était ça, quoi. Et c'est ça qui avait impressionné les gens aussi, de se dire, oh, putain, là, ils ont vraiment réussi à faire je crois qu'un homme vole vraiment, quoi. Mais ici, non, les méta-humains, ils tonnent personne, quoi. Puis Metropolis ressemble à New York, quoi. Enfin, de ce que tu vois, c'est New York, quoi. C'est ça. Et là, je pense que ça va mettre beaucoup de gens sur le carreau et je pense qu'il y a un peu ce problème-là, c'est que beaucoup de gens critiquent le film parce qu'ils acceptent pas du tout cette vision-là. Il y a plein de gens qui veulent pas accepter de rentrer dans cette vision du réalisateur. C'est nouveau un peu, hein. C'est un peu nouveau. Un peu, j'ai jamais vu un truc poussé autre, quoi. En tout cas pour le coup. Oui. Mais après, pour le coup, je peux comprendre qu'on rentre pas dedans et tout, mais je pense qu'aussi, moi, je suis un peu dans ce truc-là, c'est qu'il faut accepter la vision du réel. Comme en plus, d'ailleurs, je défendais Man of Steel à l'époque quand les gens disaient c'est pas comics accurate, Superman il doit pas être ça. Pour moi c'est pas le problème, hein. Tu vois, un réalisateur peut prendre un super-héros, en faire ce qu'il veut, et moi ça me dérange absolument pas. Là on retrouve plein d'exagérations des comics, quoi. Il faut vraiment rentrer dedans, des trucs d'SF qui étonnent pas. Enfin, je l'ai dit, l'univers de poche, les kaiju et tout ça. Et bien même cette scène qui est folle où t'as Superman et Lois qui ont une super discussion ensemble et en fond, t'as une espèce d'amide interplanétaire où t'as le Justice Gun qui se bat. Et d'ailleurs, ça fait une super image, etc. Mais en plus, et Superman il est en mode, oui, bon, c'est bon, ils l'ont, quoi. Genre, c'est le Monster of the Week, quoi. Tu vois. Et c'est bon, ils vont pouvoir gérer. Ça, c'est fou, quoi. J'ai jamais vu ça, en fait, dans un film de super-héros. Et là où je trouve ça super bien, c'est en tant que démarrage d'univers, il a fait autre chose que ce que Marvel fait, d'ancrer dans le réalisme, qui est pas un problème pour moi, hein, mais je pense qu'il y a un truc qui se referme un peu dans cette approche-là d'univers. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand tu as traité l'univers de manière réaliste, et bah en fait, quand ils sont sur la Terre, ils sont tous les autres personnes qui sont obligées de travailler en tant que réal dans l'univers du MCU, ils sont obligés de se plier à ces règles-là. C'est-à-dire, je trouve que ça limite énormément les réals dans leur lâcher prise qu'ils pourraient avoir, tu vois. Là, DC, il a ouvert l'univers DC, je pense, à tellement de possibilités de lâcher prise, de les gens vont pouvoir faire vraiment ce qu'ils veulent, que je pense que l'univers DC va vraiment avoir de tout. Et c'est ça que moi je reprochais un peu à Marvel, c'est qu'il y a un peu une uniformisation. Qui allait d'un principe très simple. C'est vrai que
pour pas perdre les gens, pour qu'il y ait un truc cohérent dans l'ensemble, voilà, pour que les gens soient pas perdus, on va faire des films qui se ressemblent. Et je comprends l'idée de base, mais je trouve que c'est extrêmement limitant. Et moi, ce que j'aime bien, en plus dans les univers de comics, c'est que c'est pas le même dessinateur qui peut faire les personnages. C'est pas la même vision. Il y a des trucs de SF, des trucs fantastiques. Il y a les auteurs qui changent et tout. C'est ça. Et tu peux pousser le truc kitsch, mais en même temps revenir à un truc réaliste. Là, t'as l'univers des possibles qui est ouvert, quoi. C'est ça que j'aime bien. Bah oui, par exemple, là, j'ai en tête Daredevil. J'ai lu des runs dernièrement. T'as un run qui est vachement très réaliste, très thriller policier, machin. Et puis après, ça part sur un truc beaucoup plus cartoony, tu vois, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ça marche, les deux, moi j'ai adoré, tu vois. Donc, et ça dérange personne dans les comics quand t'as un super-héros qui a été traité d'une manière cartoonesque, puis un autre plus traité réaliste, et d'un coup, ils se rejoignent dans un truc. Et voilà, il y a un nouvel auteur qui va poser une nouvelle vision sur ces deux personnages, alors que ces deux personnages dans leurs comics respectuels, et ils étaient pas du tout dans le même ton, tu vois. Mais si un mec arrive à les regarder d'une certaine manière, on va accepter, en fait. Et c'est comme ça, je pense, que Superman, Batman, tous les super-héros vont pas être regardés de la même manière par les réalisateurs, ils vont avoir différents tons, mais quand ils vont être réunis, oui, il y a un réalisateur qui va le regarder d'une certaine manière, et c'est ça que moi je veux. Enfin, vraiment. C'est-à-dire des films différents. Voilà, c'est tout. Mais là, j'allais dire, je pense que Marvel sont quand même un peu, ils s'en rendent compte aussi parce que tu vois les 4 Fantastiques, ils l'ont mis dans un autre univers exprès pour qu'ils puissent faire un peu ce qu'il veut. Ouais, complètement. Matt Jackman, tu vois. Bon, on en reparlera dans 2 semaines. Bon, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai qu'il y a cette volonté, et je pense qu'ils se sont rendus eux-mêmes compte que, en fait, même au bout d'un moment, il y a des films du MCU qui se détachent un peu de ça parce que c'est vraiment limite, ça limite beaucoup les choses, quoi. Même l'esthétique des films du MCU, etc., c'est souvent été critiqué, qui se ressemblaient énormément, quoi. Et moi, il y a où je vois un problème dans le MCU, c'est que on est dans un univers où il y a eu des extraterrestres qui sont arrivés, il y a eu des trucs, et la technologie ne se développe pas de fou, tu vois. Normalement, il devrait y avoir maintenant des villes futuristes et tout, tu vois, avec ce qui s'est passé. Et au final, ils sont toujours dans des rues comme nous, c'est toujours New York, c'est toujours les States, quoi, en gros, voilà, et les technologies actuelles avec des super-héros qui se baladent. Mais logiquement, l'univers devrait évoluer même sur sa technologie et sur après ça en plus c'est un problème qu'il y a depuis le premier Iron Man, puisque Iron Man, t'as l'impression que Tony Stark, il a une technologie qui est tellement performante vis-à-vis du reste du monde, et en fait plus les années avancent, il y a rien de vraiment qui change en vrai dans le monde. Mais après, c'est aussi le problème d'un statu quo, d'un certain univers où tu sais, t'as besoin que les choses restent un peu les mêmes pour que les gens se reconnaissent et t'oses pas aller ailleurs. Et là, je trouve que le film, en fait, ce film-là, il ose créer un monde qui est complètement déjà une autre réalité, quoi. C'est pas, on n'est pas du tout chez nous, quoi. Et le film est hyper cartoonesque, il est hyper kitsch, c'est très inspiré des comics dit Silver Age, donc c'est-à-dire Silver Age, voilà, je crois que c'est les comics les plus cartoonesques, en tout cas les plus goofy, il me semble, hein, de l'univers des DC, etc. Et ça se ressent en fait dans les tenues, parce qu'il y a beaucoup de tenues qui sont hyper kitsch et les gens apprécient pas, et ça je peux comprendre, mais pour moi c'est cohérent en fait. Les tenues, tu peux les apprécier, pas les apprécier. Dans l'univers dans lequel il est dément, pour moi, c'est cohérent. C'est comme la coupe de Guy Gardner. Tu vois, bon, la coupe de Guy Gardner, effectivement, c'est complètement loufoque, ça n'a aucun sens qu'il ait ça. Mais dans l'univers qui est dépeint, ça correspond bien, tu vois. Et moi, je trouve qu'en plus, le film est dans son côté cartoonesque. Et là, voilà, que je l'ai dit plusieurs fois, il le pousse à fond. Il n'y a pas beaucoup de films de super-héros qui vont te mettre Crypto, un chien qui a des super-pouvoirs. Ouais. Et voilà, il faut l'accepter. Dans le monde, moi, je l'accepte totalement, dans le monde que James Gunn dépeint, quoi. Parce qu'il pousse la chose. Mais moi, je trouve que ça marche, hein. Moi, je trouve que ça fonctionne, hein, Crypto. Hein. Mais parce que dans l'univers qui dépeint, ça te fait pas tâche. Tu dis, bah oui, il y a Crypto. Mais il y a des trucs bizarres de partout. Mais pourquoi ce serait déjà, pas le cas? Déjà, dès le début, il te l'emmène la forteresse de glace, c'est des diamants qui sortent du sol. Ça, tu as un truc de fou. T'as 4 robots qui se baladent. Donc, ouais, dès le début, en fait, dès le début, tu l'acceptes parce qu'il y a ça, quoi. Ben oui, mais dans cet univers-là, ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Et moi, je vois pas beaucoup de films de super-héros qui va autant dans le kitsch et dans le coloré. On a un film coloré de super-héros. C'est un truc qu'on a reproché à 90% des films super-héros d'être des films post de Dark Knight, encore une fois, hein, où on va reprendre l'esthétique sombre, sérieuse, grise. On parle des gardiens, quoi. Oui, bah c'est ce que j'allais dire. À part lui, James Gunn, qui s'efforçait d'aller déjà dans un truc plus cartoonesque, et là, il a poussé son truc coloré jusqu'au bout. Et dans une ère où on se tape que j'ai dit des films de super-héros, mais même des blockbusters gris. Enfin, il y a 90% des blockbusters, c'est des blockbusters gris, quoi. Et là, on a un film qui est coloré, on a un film solaire sur Superman, hein. C'est-à-dire que là, même le soleil a un enjeu très spécial dans le film et tout ça. C'est un film solaire. Ça paraît logique, un film solaire sur Superman, mais c'est pas vraiment le cas, hein, vraiment. On peut se dire ça, hein. Là, voilà, moi, je suis content de retrouver un film aussi généreux en bébête, en kaiju. On a même des singes à un moment, plein de singes qui tapent sur un ordi. On a Crypto, on a plein de super-héros, on a plein de super méchants.
on a un univers de poche avec un mec qui s'appelle Mr. Hanson qui est dégueulasse et qui pousse un chariot. Enfin, je veux dire, c'est des idées qui sont complètement loufoques, mais il pousse tous les curseurs à fond. Peut-être trop. Et ça, je veux le reconnaître, c'est-à-dire que c'est peut-être la qualité et le défaut du film, c'est qu'il y a trop de trucs, c'est hyper dense, il y a trop de choses dans le film, peut-être en 2 heures. Mais comme j'ai dit en préambule, je préfère qu'il y ait trop de choses que l'inverse. Je préfère sortir d'un film et me dire « Oh putain, j'en ai pris plein la gueule, il y a eu tellement de trucs » qu'un film où je me dis « Ah ouais, bon, bah voilà, tu vois, ça a pas poussé le délire à fond, encore une fois. » Là, non, c'est hyper généreux de partout, c'est hyper généreux en action. Aussi, on peut pas s'attarder sur l'action. Toi, l'action, le côté action, toi, ça t'a plutôt séduit, hein. Ah oui, j'ai adoré moi l'action, les scènes de vol et tout. En fait, le seul problème que j'ai eu, c'est qu'en fait, j'ai vu beaucoup de choses dans les trailers. Ça m'a un peu dérangé, quoi, parce que j'avais l'impression d'avoir un peu vu 3/4 des scènes d'action dans les trailers. Mais ouais, je trouve que non, c'est impressionnant, ça marche bien. Hein. Moi, je trouve que c'est cool. Voilà, quand il arrête le kaiju. Quand il sauve l'écureuil, voilà, tous ces trucs-là. Quand il bouge, ça bouge. Enfin, quand je disais, la caméra, elle est tout le temps en train de bouger, en fait. Elle est ultra dynamique et moi, j'ai trouvé ça super, quoi. Alors, je partage à moitié ton enthousiasme parce que j'ai quand même des réserves, moi, quand même, sur l'action. C'est-à-dire que c'est assez généreux dans les situations de scènes d'action. Ça, je trouve que, par exemple, ça fait vraiment du bien. Comme je dis, encore une fois, il pousse le côté cartoonesque et moi, je l'ai accepté totalement. C'est-à-dire que, on a au bout d'un moment un super-héros qui se bat dans une rivière multicolore remplie de cubes avec un trou noir au bout, avec un homme qui s'appelle Métamorpho. Enfin, c'est tellement poussé à fond. Moi, je comprends pas comment on peut pas kiffer ça, juste de pousser tous les potards. Enfin bref, moi, j'ai totalement acheté certaines scènes d'action, c'est-à-dire cette rivière dans lumière de poche. Le concept, en fait, il est exploité à fond, quoi. Quand on voit cette rivière, on dit, ah putain, c'est une rivière multicolore et tout. On dit, ah putain, faut l'utiliser. Faut qu'il utilise ça dans les scènes d'action. Et au final, ça va vraiment être utilisé. Métamorpho, qui est un super-héros qui vient d'être introduit aussi, il utilise vraiment toutes les capacités du gars, quoi. Au bout d'un moment, il y a juste sa tête qui flotte, quoi. Moi, je trouve ça fou d'utiliser à ce point-là les capacités de certains persos, quoi. Et oui, bon, ça va pas plaire, je sais, mais pour moi, il tient son parti pris. Son parti pris de départ, de pousser le kitsch, le cartoonesque et tout, il le tient juste du début à la fin. Après, l'action, plutôt bien découpée. En fait, avec James Gunn, je passe jamais un mauvais moment dans les scènes d'action, je trouve qu'ils sont de bonne facture, mais je trouve que c'est pas celui qui met le plus en valeur les pouvoirs de Superman, quoi. C'est-à-dire, il les filme souvent de la même manière. Il n'y a pas d'exploit. Je trouve pas ça horrible, hein, mais je trouve qu'il n'y a pas d'exploit à ce niveau-là. Là, par contre, je dois avouer que je préfère quand même le parti pris de Zack Snyder d'avoir cette caméra à épaule qui arrive pas du tout à capter les mouvements de Superman. Moi, je trouve que ça me galvanisait plus. Là, je trouve que c'est un peu redondant. Et tu vois, les scènes d'action, je les retiens pas forcément dans la manière où ils sont filmés. Tu vois, je les retiens plus pour les situations ou quoi. Et okay. Mais que les scènes d'action et même de combat, ça je les retiens pas de fou. Et même c'est assez bizarre parce que je me suis fait cette réflexion. En fait, dans les scènes d'action, ce que je préfère, c'est quand Superman il sauve des gens plus que quand il se bat. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que c'est aussi ça, les scènes d'action. C'est Superman qui fait tout pour qu'empêcher les gens que soient détruits. Moi, par exemple, il y a des scènes de sauvetage que je kiffe dans le film, quoi. Quand la scène du kaiju, je l'aime beaucoup aussi pour ça. Mais voilà, c'est pas pour les scènes où il tabasse le kaiju, quoi. C'est les scènes où il évite que les gens soient blessés. Il sauve un écureuil et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Il sauve le chien en mettant une traînée de glace, derrière lui. Ou même un des meilleurs moments du film, quand il y a une dame qui a failli se faire écraser d'un immeuble pour partir et qui l'arrête et qui après il s'envole dans le ciel comme ça avec la musique de John Williams. Enfin, là vraiment j'ai eu des frissons dans ces moments-là, mais les séquences de combat, je suis un peu c'est surtout la fin où il se bat en vrai, c'est contre Ultraman, quoi. Oui, bah après il y a des séquences de combat dans le film, il y en a plusieurs, quoi, mais en plus par contre, je trouve qu'il manque une BO marquante dans les combats, tu vois. Un truc qui m'engage vraiment. Ah, dans les combats? Ouais, parce que l'utilisation de la musique chez James Gunn, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît. Et ici, je trouve qu'il est un peu en retrait, à part une ou deux séquences que je trouve vraiment pas mal, hein. La séquence avec Mr. Terrific, par exemple, l'espèce de plan séquence, bon voilà, on retrouve notre James Gunn qu'on connaît, hein, elle a déjà fait ça, hein, dans Les Gardiens, mais je trouve qu'elle est terriblement efficace. J'adore cette utilisation de la musique, mais après c'est vrai que la BO, il y a peut-être le thème de Lex Luthor, j'aime plutôt bien, tu vois, je l'aime pas mal, mais après c'est vrai qu'il se repose énormément sur la musique de John Williams, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre BO qui va me rentrer en tête. Je trouve ça assez basique quand même, le reste de la BO. Je sais pas pour toi. Ah, je suis pas d'accord. Non, là, je suis pas du tout d'accord parce que je l'ai écouté. et j'ai fait attention sur le deuxième visionnage, tu vois. La BO est super, en fait. Pour moi, je l'ai trouvé tout le long du film assez marquante, en fait. Moi, je trouve que... En vrai, la première fois, non. J'avoue que je
l'ai pas marqué de fois, à part le thème de Williams, quoi. Mais quand je l'ai fait plus gaffe la deuxième fois, non, je trouve qu'en fait, il y a une sacrée BO. Hein. Ouais, je sais pas comment justifier. Mais juste, j'ai trouvé que non, en fait, elle était plutôt pas mal foutue, qu'il y avait des thèmes assez marquants. Bah, lui, tu disais le thème de Luthor, mais je trouve qu'il y en a d'autres. Et même la chanson de fin, là, des Crabjoy, qui est un truc d'ailleurs inventé pour le film, hein, c'est pas un vrai groupe, c'est pas voilà, c'est écrit par James Gunn et tout. Donc voilà, elle est très cool quoi. Donc oui, mais c'est là, elle est bien, mais parce que en fait c'est là où on retrouve le James Gunn qu'on connaît, c'est les musiques chantées, etc. Mais la BO, les thèmes accompagnants, moi je t'avoue que à part les quelques séquences avec la musique de John Williams qui est pour moi un cheat code parce qu'elle est incroyable. Voilà, à chaque fois que je l'entends, j'avoue que j'ai les frissons. Et moi je dis vraiment le plan avec la fumée et lui qui est juste en l'air et la dame qui le voit. Moi ce plan-là avec la musique, je t'avoue que j'étais dedans quoi. Mais bon, à part ça, je t'avoue que dans les scènes d'action, j'aurais mis des par exemple dans la scène de la rivière ou les scènes de fin contre Ultraman et l'ingénieur, j'aurais mis des BO qui m'embarquent vraiment quoi dans le film. Et c'est vrai que en plus peut-être que je suis un peu plus sévère parce que c'est un film de James Gunn et que je sais son rapport qu'il a avec la musique. Et c'est vrai que là, j'étais en mode, ça m'a un peu moins emporté, quoi. Mais bon. Ouais, mais je suis pas d'accord. Voilà, c'est juste que moi, je trouve qu'elle est très bien, la BO, et que sur les scènes de combat, non, elles sont chouettes. Moi, sur la fin, quand je l'ai vu la deuxième fois, moi, ça m'a emporté de fou tout le long du film, les combats, tout. Moi, j'ai adoré le film, de toute façon. Donc, moi, j'étais dedans tout le long, j'étais avec lui, quoi. Ensuite, les effets spéciaux, voilà, ça a été un truc qui était beaucoup parlé. Les effets spéciaux, même avant l'arrivée du film, hein, les trailers, etc. On se dit c'est peut-être pas si bien. Moi, je trouve qu'ils sont clairement mieux que ce que je pensais. Voilà, en fait, je trouve que la plupart du temps, c'est pas un problème de technique. En fait, j'y reviendrai plus tard que j'ai des problèmes des fois visuellement avec le film, mais techniquement. C'est des choix, je pense. C'est ça que j'allais dire. C'est que techniquement, c'est au point en fait, la plupart du temps en fait. Mais c'est juste que le film assume une esthétique numérique, voilà. C'est comme j'ai dit, il pousse à fond le peuple et le kitsch, et on va pas aller dans des effets spéciaux dits photoréalistes à la Marvel ou à la Marvel, plein de blockbusters même du cinéma, voilà. Mais par exemple cette mère de Proton, elle a absolument rien de réaliste, et je sais que ça peut déstabiliser les gens mais moi dans le ton du film, dans le ton kitsch du film et dans l'approche qu'il a, en fait je trouve pas ça raté. Justement, moi comme je suis dans le délire, et ces effets spéciaux n'ont rien de réaliste et c'est complètement assumé dans le film. C'était même le problème qu'avaient des gens, je sais pas si tu te souviens, avec Mad Max Furiosa, qui avait utilisé cette esthétique de effets spéciaux avec un espèce de détourage qui faisait très cartoon, très comics aussi, voilà, et ça avait pas plu et des gens disaient les effets spéciaux sont pas réussis. C'est pas ça en fait le problème, c'est que c'est un parti pris. Et après je peux comprendre qu'on n'accepte pas le côté cartoon, le truc, mais moi je trouve que il a mis cette ambiance-là, en fait, moi, ça me dérange absolument pas ces effets numériques parce que c'est en accordance avec le monde dans lequel il nous a dépeint, en fait. Et après, il y a des choix artistiques, effectivement, qui me plaisent moins parce qu'il y a un côté hyper kitsch assumé et tout qui va diviser, que je t'ai dit. Et l'esthétique de certains plans, je suis pas fan. Je l'avoue aussi, tu vois. C'est-à-dire que, mais même si l'esthétique est cohérente dans l'univers dépeint, elle est complètement cohérente. C'est-à-dire qu'il y a pas un moment où je me dis, ça, c'est pas cohérent avec ce qui s'est passé. Non, tout est cohérent. Mais il y a des plans que je trouve moins beaux. Voilà, il faut le reconnaître. Peut-être parce qu'en fait, ils poussent des fois tellement les couleurs. Des fois, c'est tellement saturé, à défaut d'être désaturé comme d'autres films. C'est tellement saturé que c'est vrai que des fois, je trouve ça un peu dégueu. Je suis d'accord, tu vois. Il y a des plans qui sont pas très beaux. Mais il y a des plans aussi qui sont très beaux, tu vois. Par exemple, il y a le plan, quand je l'ai dit, où il est au-dessus des décombres, que moi je trouve très très beau. Quand il sauve la petite fille au ralenti, je trouve ça très très beau. Il y a cette discussion avec Lois Lane, où il y a des plans avec cette fenêtre énorme, je trouve ça très beau. En fait, les plans colorés, je trouve, marchent plutôt bien. En fait, les plans colorés, ultra colorés, marchent bien, en fait. Voilà. Après, il y a l'utilisation de ce grand angle qui fait beaucoup parler. Donc le grand angle, il y a une espèce de déformation où on a sur les côtés, voilà, ça fait pas le même effet. Et des fois, je trouve ça. Après, encore une fois, c'est un parti pris, voilà, qu'on peut aimer ou qu'on peut pas aimer. Moi, je trouve que ça marche dans plein de séquences. Donc la séquence du kaiju, ça marche. D'avoir cet objectif un peu déformé, ça le rend tellement énorme. Il y a aussi ce moment que j'avais entendu aussi quand il met son coup de poing pour se libérer de la cage qu'il a dans l'univers, et l'objectif est tellement déformé qu'on a l'impression elle est géniale cette scène. Moi, oui, elle est vraiment géniale, mais vraiment ce grand angle, je trouve que ça fait ça met une ampleur tout de suite à cette scène et à certains personnages, je trouve qu'ils marchent, mais des fois je trouve que oui, c'est un peu moche, voilà. Des fois, voilà, moi personnellement, il y a des
scènes qui m'ont un peu, voilà, j'ai fait, ah là, ça m'a un peu sorti du truc, quoi. Mais je pense pas que c'est un problème d'effets spéciaux. C'est juste qu'il y a des choix artistiques qui sont tellement poussés que des fois, peut-être c'est un peu trop pour moi, tu vois. Ouais, mais quand tu parles de Furiosa, après qu'on a eu le film, on s'est dit, oui, mais en fait, c'est parce que ça se veut un peu comme un conte, comme une fable et tout. Donc c'était plutôt en fait ça se justifiait dans le scénario, et là je trouve que ça se justifie aussi dans le scénario. Le problème des effets spéciaux, c'est souvent que ils se veulent photoréalistes, mais du coup quand c'est photoréaliste, et ben les effets spéciaux ils doivent être vraiment parfaits pour qu'on voit pas la différence, pour que ce soit vraiment inscrit dans une certaine réalité et qu'on se dise pas ah là ça nous sort tout de suite du film. Quand c'est un côté beaucoup plus kitsch, cartoon, comics, etc., bah oui, c'est assumé que c'est pas réaliste dans les effets, dans les personnages. Du coup moi ça me dérange beaucoup moins. Et on a déjà parlé, c'est vrai, dans la chaîne, quoi. Écoute, moi, ça m'a pas dérangé du tout. J'ai pas trouvé le film moche à aucun moment. Je sais que c'est le même directeur photo que The Flash. Donc, il y en a plein, ils ont dit, ah ouais, ça... Parce qu'il y avait la scène de Mr. Terrific dans les trailers, ouais, on avait l'impression que c'était tout vide et que ça ressemblait un peu à la fin de The Flash. Mais au final, je trouve que, non, la scène, en plus, c'est une des meilleures scènes du film, avec Mr. Terrific et les petits boules là, et quand il se bat contre tous les gardes. Et au final, non, je l'ai trouvé plutôt cool. En fait, ça m'a pas dérangé parce que je pense que c'est justifié dans l'univers. Et en fait, il y a aucun moment, moi, ça m'a sorti du film, en tout cas. Il y a des gens qui oublient aussi que le chef-op, oui, il a fait The Flash, mais il a fait Les Gardiens 2, Les Gardiens 3 et The Suicide Squad, qui est un film de Suicide Squad, j'en ai pas parlé en préambule, mais qui est peut-être très beau truc. Qui est le film le plus beau de James Gunn, je pense, avec Les Gardiens 2, je sais pas, ça se tape, mais et qui est même le meilleur film peut-être de James Gunn, celui qui se tient le mieux, enfin vraiment, où là, il a vraiment un lâcher-prise total sur The Suicide Squad, mais bon, on n'est pas là pour parler de Suicide Squad. Il y a un reproche qui a été fait au film et que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est un film pour enfants. Alors, oui, on va se poser 5 minutes. C'est un problème. Ce n'est pas un problème, déjà, faut se calmer un peu. C'est pas un problème d'être un film pour enfants. Et puis, oui, un film avec un film familial, je dirais. Voilà. Oui, mais de toute façon, quand on dit film familial, un film pour enfants, c'est film familial parce que c'est un film pour amener les enfants pour qu'il y ait toute la famille. Et oui, c'est un film familial aussi pour enfants. Maintenant, c'est pas parce que le film est pas sombre et sérieux que déjà tout de suite ça devient un film pour enfants. Il y a des films qui sont soi-disant sombres et sérieux et bon voilà, ils ont les réflexions de films pour enfants aussi, faut pas déconner. Et surtout c'est un alien en collant rouge à la base quand même. Faut quand même tu vois, faut quand même se calmer. C'est-à-dire qu'il a pas à avoir un ton sombre et sérieux par essence, quoi. En mode oui, c'est sombre et c'est pas sérieux par essence. Non. Tu peux le faire. Moi, j'accepte que Man of Steel soit sombre et sérieux. C'est pas un problème. Mais en même temps, tu peux pas cracher aussi sur le fait qu'on ait un côté beaucoup plus décomplexé, un côté peut-être plus enfantin, mais c'est pas un problème du tout dans le film, en fait. Enfin, je comprends pas pour moi, il n'y a pas une approche qui est la bonne, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se reprochent au film d'avoir cette approche-là. Comme certains aimaient pas l'approche de Snyder, pas pour critiquer le film, alors qu'il y a des critiques à faire sur le film de Man of Steel, je suis d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui critiquaient juste le fait qu'il soit comme ça, le film. Il y avait pas, tu vois, comme si le film devait pas être ça. Moi, je suis pour la pluralité d'approche. C'est-à-dire que chacun se réapproprie le perso pour en faire ce qu'il veut. Et c'est ça, en fait, parce que ça évite d'être redondant à chaque nouvelle itération. Moi, je connais moins James Bond, mais je pense que James Bond, si on se tape la même saga à chaque fois, les mêmes films de James Bond, ça va vite fait être usé. Et c'est la même chose pour Batman. C'est pour ça que j'aime Batman. Parce que Tim Burton, il approche pas le personnage comme l'a approché Joel Schumacher, quoi qu'on en pense, qui n'a pas approché Batman de la même manière que Nolan, que après Snyder, et puis après que Matt Reeves. Et on verra le Batman du DCU, mais il y a moyen qu'il soit bien plus différent aussi. Et c'est ça qui rend ça extrêmement riche. Les personnages, il faut qu'ils soient différents à chaque fois. Ouais, moi j'ai envie de dire, je vois pas où c'est un problème que ce soit un film familial et pour enfants, etc. Parce que, je suis désolé, mais les Spider-Man de Raimi, c'était quoi? Enfin, je veux dire, je les ai vus quand j'étais gosse, moi. Tu vois, bien sûr que c'était pour les enfants. Le Superman de 78, oui, il a fait rêver les gens, hein, mais bon, faut pas oublier aussi que c'est pour les gamins aussi, hein, ces histoires-là, hein, et c'est pas un problème, quoi. Bien sûr, et puis même moi, les Batman de Burton, je les ai vus quand j'étais gamin, j'avais adoré, ça m'avait mis des étoiles dans les yeux, même si c'était ultra glauque, mais quand même, je sais pas, ça m'avait Oui, marqué, mais il y avait aussi un truc pour enfants dans les Batman de Burton, c'était les gadgets, hein, aussi ça, Batman, ça a été toujours vendu beaucoup parce qu'il y avait des Batmobiles, des gadgets et des trucs comme ça, et c'était aussi beaucoup pour les enfants, faut le reconnaître, hein. Mais c'est les super-héros, c'est aussi pour les enfants, enfin tout ça. Oui, mais et Man of Steel, il y a même eu des jouets, hein, pour les gosses, hein, de toute façon. Hein, oh, bien sûr, mais oui, mais bien sûr. Mais en fait, c'est encore ce truc-là. J'ai l'impression que les gens, ils veulent juste pas rentrer dans le délire. Et c'est pas grave, peut-être c'est pas ton truc, tu vois. J'ai pas forcé les gens, mais pour moi, c'est pas un défaut que le film ait cette approche-là.
il a l'approche qu'il a envie d'avoir et c'est tout quoi. Tu vois. Non, il a le droit de s'adresser aux enfants, voilà, avec Crypto, tout ça. Oui, il y a des mascottes, etc. Mais est-ce que ça en fait un mauvais film? Bah non, en fait. Oui, je suis d'accord, pas du tout. Il y a des films des fois qui s'adressent à que des adultes et qui sont pas terribles et inversement. Enfin, ça veut rien dire en fait. C'est tout. Mais il y a pas de règles en fait. C'est ça aussi. Il faut pas se mettre des règles de. Il faut absolument que ce perso soit traité comme ça. Non, c'est bon. On fait ce qu'on veut. Voilà, pour moi, je suis. Enfin, peut-être pas ce qu'on veut, mais en tout cas, on l'adapte de la manière qu'on veut quoi. Après, je comprends qu'on puisse préférer. Moi, je préfère voilà, la version de James Gunn que la version de Snyder. Personnellement, c'est quelque chose qui me parle plus. Mais après, je peux comprendre qu'on peut aimer plus l'une que l'autre. Après, on peut aussi aimer les deux. Hein, c'est pas. Mais voilà, mais moi, j'aime les deux approches. Hein. Moi, j'ai rien contre les deux approches. C'est juste après, est-ce que le film, je le trouve réussi ou pas? Mais l'approche, j'ai jamais critiqué, moi. Moi, j'adore Batman de Tim Burton et j'adore de Dark Knight. Je pense pas que c'est la même approche du tout du personnage. Je pense que ça va rien à voir. Mais pourtant j'aime les deux quoi. Parce que en fait l'approche c'est pas un problème pour moi. C'est toujours comment le film est fait. Tu vois. Est-ce que ça fonctionne dans le film etc. Voilà. Bon bref, on va s'attarder là-dessus. Mais le ton du film, quand on l'a dit, il est peut-être plus enfantin entre guillemets. Hyper fun, décomplexé, c'est pas un problème. L'humour du film, est-ce qu'il a fonctionné sur toi? Parce qu'il y a quand même pas mal de traits d'humour. Moi, ça a fonctionné sur moi. Moi, ça a plutôt fonctionné. En gros, là, je sais pas te dire quelle blague n'a pas fonctionné. Donc, je dirais que tout a fonctionné. Après, je suis très bon public. Hein. J'aime bien l'humour à la con. Puis t'aimes bien James Gunn aussi, l'humour James Gunn, faut le dire. Voilà, on reconnaît. Ouais, je reconnais que j'aime l'humour de James Gunn. Et donc, ouais, sur moi, ça marche. Voilà, quand Métamorpho, à la fin, à la base, le personnage de Guy Garner, il veut pas de Métamorpho dans le Justice Gang. Et après, il dit Justice Gang, c'est trop bien comme nom. Et qu'il lui dit, ah, vas-y, t'es engagé. Bah, moi, ça me fait rire. Voilà. C'est de l'humour qui me fait rire. Ah, après cette vanne-là, tu vois, moi, je trouve Nathan Fillion la délivre bien. Mais c'est vrai que le running gag des noms, par exemple, d'équipe, c'est un truc qui a été fait 50 000 fois. Et c'est vrai que ça a beaucoup été bien sûr. Dit. Et c'est vrai que l'humour, pour moi, parfois fait vraiment mouche, et parfois, je trouve qu'il y a quand même des gags un peu lourds. Je suis d'accord, même dans le timing et tout, et c'est vrai que je suis un peu en mode, c'est peut-être pas le film qui me fait le plus rire de James Gunn. Je suis d'accord, moi, de Suicide Squad, il me fait mourir de rire. De Suicide Squad, c'est peut-être son film qui me fait le plus rire. Les Gardiens, ça dépend. Enfin, ouais, les Gardiens 1 et 2, c'est peut-être, ils me font pas mal rire. Peut-être celui qui me fait moins rire, mais je trouve qu'il y a quand même des trucs qui fonctionnent. Hein. Par exemple, moi, Guy Garner, mais moi, Nathan Fillion, je le trouve incroyable. Hein, vraiment, à chaque réplique et tout, je le trouve très drôle. Moi, je me souviens de plein de séquences, genre les trolls avec les singes, où Lex Luthor, il dit, il y a des mecs qui sont en train de te tracher en ligne et là, tu vois je sais pas combien de singes avec des casques, je sais pas quoi, là où il les contrôle pour qu'ils trashent Superman. Enfin, moi, c'est des trucs qui me font rire, tu vois, des fois. Mais après, je suis d'accord que des fois, il y a des trucs qui sont pas fous, voilà, qui me font pas rire, les noms d'équipes, voilà, je l'ai dit, il y a des fois des punchlines, ouais, je les trouve un petit peu à côté, tu vois. Ça m'a pas gâché tout mon visionnage, tu vois, parce que surtout, il y a un truc qu'on avait peur, et là, je trouve que le film ne tombe pas dedans, et parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais c'est de l'humour Marvel, mais l'humour qu'on critique chez Marvel, c'est pas celui-là. C'est pas qui fait pas bouche, parce que même moi Marvel, il y a des blagues qui désamorce oui, voilà, c'est parce que moi il y a des blagues du MCU qui me font mourir de rire. Hein. Voilà, hein, je vais pas dire, moi il y a des trucs qui me font rire. Le problème, c'est que déjà il y a pas l'humour tout le temps dans le film. Faut pas croire que c'est un film que c'est pas le film où je trouve qu'il y a le plus de blagues de James Gunn. Je trouve que peut-être des 4 films de super-héros qu'il a fait, peut-être celui où il y en a un peu moins, mais surtout qu'il désamorce jamais les émotions et les enjeux. C'est-à-dire que dans le MCU, quand il y a un personnage qui est censé avoir un truc dramatique et que tu te dis ah là il va y avoir, et en fait un personnage se fout de sa gueule dans pas Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder, enfin c'est que ça le film. Tous les enjeux du film sont tournés au ridicule, etc. Enfin, je me souviens toujours du Ragnarok sur Terre où il y a un espèce de stand avec le camp de Thanos, quoi. Et t'es en mode, bah non, tu peux pas te moquer de ça. Enfin, ça dans l'univers que t'as déteint, c'est impossible que tu te moques de ça, quoi. Et là, il y a des moments où ça se pose, où il y a de l'émotion, je pense. On va reparler des parents Kent. Il y a une scène avec les parents Kent. Il n'y a pas d'humour à ce moment-là. Le moment où il y a la discussion. Non, la discussion fonctionne. Il y a la mort d'un personnage devant les yeux de Superman. Et bah, elle est pas traitée. On va pas te faire une blague 2 secondes après en mode haha ou je sais pas quoi, tu vois. Non, c'est traité premier degré. Même Lex Luthor, hein. Lex Luthor dans ses enjeux, dans comment il est y a des blagues, mais lui, sa haine de Superman et tout ça, c'est vraiment, tu y crois vraiment sincèrement, quoi. Et bon, voilà, moi je trouve pas que l'humour désamorce les enjeux du film. Et ça. Là, moi je pensais. Quand tu parlais de Marvel, là, ça me fait penser à No Way Home où t'as tant de mecs qui juste avant de mourir dit oh j'ai mal au cul ou je sais plus. Oui, mais des trucs comme ça, quoi. Enfin, tu te dis, mais. Ouais. Mais parce qu'on en reparlera, mais c'est peut-être aussi parce que James Gunn, il a ce truc-là qu'il a eu dans tous ses films, même ses premiers films, Horribilis et tout. Il croit toujours en ses personnages, il va aller à fond avec ses personnages. On en reparlera après. Superman, il embrasse totalement son côté naïf et gentil, etc., avec absolument aucun cynisme sur ses personnages. Il les aime tous.
il les aime tous, ces personnages. Mais de toute façon, on reviendra après sur ça, de toute façon. Mais peut-être une blague qui m'a pas trop fait rire, que j'ai trouvé un peu lourde, c'est la blague de la porte de garage pour le vaisseau, quoi. Parce que ça, oui, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà vu 100 fois, et puis... Peut-être, mais tu vois, moi, ça, elle a rigolé, moi, à ce moment-là. Enfin, il y a des moments, ils ont moins rigolé, il y a des moments... Bon, après, c'est de l'humour, après, hein, c'est personnel, hein, Oui. voilà, donc il y a des gens qui vont rigoler. Moi, j'ai pas rigolé partout, voilà, je l'avoue, même si j'ai beaucoup aimé le film. Bon, après, moi, je trouve qu'en général, pour moi, en général, l'humour fonctionne quand même dans le film. Ah oui, ça va, clairement. Ensuite, le scénario, l'histoire que ça raconte, bon, ça il y a un côté politique, on va y revenir juste après, mais c'est vrai que sur ce côté-là, et c'est pas là que je l'attendais, de toute façon, c'est un scénario qui est plutôt classique au final. Passer l'originalité qu'on n'est pas dans une origin story, au final, oui, c'est vrai que c'est pas une révolution à ce niveau-là, voilà. On va pas avoir de surprises qui vont nous agripper ou de moments, ou de pas de côté. Il y a beaucoup moins de pas de côté que dans ces derniers films, je trouve, où là, par exemple, de Suicide Squad, il se permettait beaucoup de pas de côté que j'aimais beaucoup, de pas forcément être dans une histoire balisée, même si on est dans une histoire balisée, il se permettait des trucs que je retrouvais pas dans beaucoup de scénarios. Là, on est dans une histoire qu'on a plutôt déjà vue, mais après, dans le ton du film et dans ce que j'attendais du film, j'attendais pas un scénario de fou. Enfin, c'était pas là où je l'attendais, même si ça aurait pu être mieux, hein, je suis d'accord. Mais... C'est un rôle de comics pour moi, hein, de comics. Bon, après, il y a des comics qui sont, c'est peut-être je suis un peu méchant parce qu'il y a des comics qui sont très très bien écrits, qui sont des chefs-d'œuvre et tout, mais je veux dire comics classiques, aventure de Superman. Non, mais il y a des comics qui peuvent être bien écrits, je suis d'accord, mais il y a quand même un côté dans les comics où il y a plein de super-héros, voilà. Enfin, j'aime bien, il y a des trucs qui sont bien écrits, mais c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas des scénarios, c'est des scénarios quand même de comics, quoi, tu vois. Faut le dire, tu vois, c'est des histoires de super-héros en collant. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, je pense qu'il faut, c'est pas des trucs non plus, et de toute façon, moi, c'est pas ce que je demande au film non plus, tu vois. Je demande pas forcément, j'aurais aimé plus de pas de côté, j'aurais aimé peut-être des trucs plus construits, on en reviendra parce que je trouve que le scénario est un peu boursouflé, mais dans le fait d'avoir des surprises, etc., c'est pas si grave que le scénario est pas si original, même si je pense qu'il pourrait faire mieux dans une suite ou un truc comme ça. Je pense qu'il pourrait faire mieux et beaucoup plus nous accrocher avec ce scénario-là. Parce que moi, je le suis sans déplaisir, hein, vraiment, ce scénario, parce que c'est pas, en fait, c'est plus dans le côté cartoon, l'univers, etc., que ça m'accroche dans les personnages plutôt que dans les scénarios. Et c'est pas un problème. Voilà. Ouais. De toute façon, je crois que c'est toujours ce qu'a fait James Gunn, en vrai. Hein, c'est nous accrocher à des personnages et des univers plutôt que un scénario, voilà. Là, c'est un peu plus balisé, c'est bon, voilà. C'est un peu comme ça. Et puis aussi, faut pas oublier qu'il doit lancer un univers. Donc je pense que déjà dans le ton, il part loin. Donc s'il partait loin aussi dans le scénar, peut-être que ça aurait perdu encore plus de gens, je sais pas. Voilà, je me pose peut-être la question, quoi. Mais j'allais dire, par contre, on voit quand j'ai revu le film que clairement il y avait As Cooper, c'était Daniel Aprica qui en avait parlé, que en fait le film devait durer sur une semaine. Et en fait, quand tu vois le découpage, tu vois que effectivement il y a toujours des moments où ça va la nuit, après ça repart le jour. Et en fait, clairement, tu peux toi-même en regardant le film découper jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. Et je crois que c'était une ref à un comic qui s'appelle Superman for All Season, où où en fait t'as une histoire de Superman sur 4 saisons, voilà, le printemps, les 4 saisons de la vie, quoi. Voilà, printemps, été, automne, hiver, quoi. Et il y avait un peu, ils voulaient faire un peu ce truc-là, je pense, dans l'idée. Mais ils ont enlevé ce truc-là. Bon, ça donne un scénario, en fait, ce qui est plutôt linéaire au final, mais qui marche bien, quoi. Enfin, moi, je trouve que voilà, c'est très bien pour ce que c'est, pour un début d'univers. Après, peut-être qu'il fera un 2, il fera peut-être un scénario plus alambiqué, enfin pas plus alambiqué, mais plus comment dire, tu sais, un peu comme Spider-Man 2, quoi. Plus élaboré, voilà, j'ai envie de dire, mais voilà, quoi. Après, le truc qui me dérange peut-être le plus dans le scénario, c'est plutôt le côté bordélique qu'il a. Et là, je dois avouer que vers la fin du film, le côté bordélique se ressent beaucoup, parce qu'au début, ça me dérange moins, et puis moi, je trouve que c'est très significatif des comics aussi, ce côté bordélique, tu vois. Même je pense qu'il y avait un peu ce côté-là dans le peu de comics que j'ai lu, et même de Silver Age que je vois, c'est quand même un truc assez bordélique, et c'est un peu son charme, je pense que ça. Mais je trouve que dans le climax du film, là, il y a quand même beaucoup de lignes narratives, il y a quand même beaucoup de persos qui s'entrechoquent, et c'est vrai que le climax, il est, je suis dedans parce que les personnages m'embarquent, mais c'est vrai que c'est un peu le bordel, quoi, je trouve. C'est-à-dire que, déjà, je suis pas fan de cette idée, forcément, d'écarter le sol de la vie, d'écarter le monde. C'est peut-être pas mon truc préféré, et je trouve que ça utilise pas tant que ça les décors de Metropolis, dans le sens où tous les habitants de la ville ont déjà quitté la ville. Donc, tu sais, t'as moins ce côté Superman, il doit sauver les gens, puisque les gens sont plus trop là, en fait. Tu vois, il a plus grand monde à sauver, c'est juste lui contre. Enfin, Oui, mais là où je trouve ça un peu intelligent, c'est que ça montre aussi
que les habitants de Metropolis, ils ont l'habitude de ce genre de trucs. Ah oui, parce qu'il y a une alerte directe, une alerte pour quitter la ville, je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'aimais bien le côté, il y a des gens en danger à côté, il doit les sauver en même temps qu'il doit se battre, quoi. C'était vraiment ça, un truc que j'aimais bien dans les premières scènes d'action, et on retrouve pas trop ça à la fin. Et puis, ce climax avec tous les héros du Justice Gang qui reviennent de l'autre côté, je trouve que ça va un peu rapidement, quoi. De leur côté, ça va un peu vite. Même le côté, en plus, on a côté boursois, parce que là, je parlais à ça, mais il y a aussi les journalistes, quoi. Donc, il y a aussi les journalistes qui prennent leur truc pour mettre leur petit article après, là, qui prennent le vaisseau de Mister Terrific pour mettre leur petit article. Je trouve que il y a quand même un côté ultra footrack, quoi. Tu sais ce que ça fait? C'est très Star Wars. Star Wars épisode, peut-être le retour du Jedi, et l'épisode 1, où t'as 3 intrigues en même temps dans le final. Oui. T'as le mec dans le vaisseau, t'as le mec sur Terre, et tu vois. Oui, je vois un peu ce que tu veux dire. À chaque fois, il faisait ça. Et là, ça fait très Star Wars, je trouve, en fait, parce que t'as 3 événements en même temps. T'as l'équipe du Daily Planet qui est en train de faire leur article dans le vaisseau. T'as le Justice Gang dans le Moyen-Orient, et Superman qui se bat contre le méchant. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, oui. Luke qui se bat avec Darth Vader et tout ça dans le truc. Ouais, puis t'as les vaisseaux qui détruisent l'étoile noire en même temps. Puis, oui, il y a un peu ce truc-là. Oui, je vois ce que tu veux dire pour le coup. Mais je trouve que c'est un peu footrack. Là, quand même, pour le coup. Ça m'a pas dérangé, mais je suis d'accord avec toi dans le côté du Daily Planet. Moi, je me dis pourquoi ils prennent le vaisseau et tout. En fait, c'est juste pour je t'avais demandé. En fait, c'est juste pour envoyer l'article. Donc, ouais, je trouve ça un peu décevant. Je pensais qu'ils allaient faire un truc de fou et tout. Tu vois. Même si je vois ce qu'ils veulent faire et je trouve ça beau que en fait là où ils sont contents, leur climax à eux, c'est de publier l'article, de mettre la vérité, tu vois, au grand jour. Je comprends le truc, mais après c'est vrai que dans le climax, quand tu vois des gens qui se font défoncer de l'autre côté, je trouve que c'est un peu bordélique pour le coup. Et je pense que j'aurais quand même aimé que Superman arrive au moment où il plante le drapeau avec le S, ça aurait été stylé quand même, tu vois. Je me dis ouais, je sais pas, le fait que c'est Justin Yang qui arrive, bon après il dit lui-même, Garner, ouais bon tu vas être déçu, mais bon voilà. T'as une upgrade, il lui dit t'as mieux, t'as moi mais oui, après. Ouais, mais après, j'aurais aimé, par exemple, que, tu vois, ceux qui sont les journalistes dans le truc de Mister Terrific, qui les sauvent, tu vois, Superman, par exemple. Parce qu'ils sont encore là, tu vois, techniquement, un peu dans la ville, et qui se fassent un peu attaquer ou je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'à la fin, en fait, ce qui m'engage beaucoup, c'est le combat psychologique entre Superman et Lex Luthor. C'est là que ça me parle vraiment, là, quand Lex Luthor, il lui parlait et tout, quoi. Mais bon, c'est un peu bordé. Après, le reste du film, ça va. Ça m'a pas déçu, c'est juste le climax. Il y a des problèmes dans le climax, notamment, on peut le dire, mais le double de Superman, je suis pas très fan de cette idée non plus, voilà. Et on en avait déjà parlé de ces trucs-là. Moi, je trouve que les doubles dans les films, les doubles maléfiques, etc., ça marche jamais bien. Enfin, c'est une idée qui peut être sympa en fait sur le papier, mais en fait là on se retrouve avec des trucs genre Ultraman, en fait c'est quoi, c'est un double de Superman, donc il a les mêmes pouvoirs, donc on va faire battre un super-héros contre un super méchant qui a les mêmes pouvoirs que lui, et puis il est pas très intéressant ce personnage. Ce qui est intéressant, c'est Lex Luthor, voilà, en fait, qui le contrôle. Oui, mais au final, c'est juste c'est juste le personnage physique qui sert à Lex Luthor pour battre Superman, quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est souvent les doubles maléfiques, c'est des vecteurs, quoi. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée de mettre que Lex participe au combat en disant, en donnant les directives, etc. Mais après, le personnage de Ultraman, c'est pas un truc que j'aime bien. Même il y a un reveal et tout, soi-disant sur lui. Je sais pas si c'est un truc de fou. Et après, les fans de comics vont dire c'est du déjà vu, je m'attendais, etc. Moi, sur ce truc-là, je suis en mode tout le monde n'a pas lu les comics déjà, donc je trouve qu'il y a des gens qui vont pas savoir, mais oui, moi je trouve que c'est pas un reveal très satisfaisant en fait dans tous les cas, quoi que tu le saches ou pas, c'est plutôt en mode ok. Oui, ça m'a pas, ouais. J'avoue que le reveal je m'en doutais un peu, comme je disais. Effectivement, c'est pas été un reveal très satisfaisant en mode j'ai pas fait oh putain c'est lui. En fait j'ai fait c'est lui. Ouais, je m'en doutais. Et c'est un film de super-héros, un film blockbuster américain qui est politique, et politique vraiment frontalement. C'est pas politique parce que il y a un petit sous-texte et tout. Là, c'est quand même assez, ça parle quand même des conflits actuels historiques, quoi. Oui, complètement. C'est marrant parce que il y a un autre film de super-héros qui se dit soi-disant thriller politique en début d'année qui n'a pas fait du tout politique. Là, c'est tout l'inverse. Plus on pensait pas qu'il allait être politique. Au final, il est très très politique parce que oui, il y a un conflit qui est au Moyen-Orient, je crois. Bon, c'est des pays fictifs. Hein. C'est le Jarenpour et la Boravie. Et clairement, la Boravie
bah ça ressemble beaucoup à soit Netanyahou, soit Poutine, quoi, qui attaque le pays d'à côté, qui essaye de l'envahir, alors que le pays d'à côté, bah par contre, il a pas beaucoup de défense, ils sont un peu avec des pierres et des cailloux, quoi, et on les fait passer pour les méchants, et là en plus c'est aidé par des milliardaires qui leur donnent voilà, des armes et tout, la fameuse Moravie. Donc ouais, ça ressemble beaucoup au monde réel, quoi. Bah c'est vrai on a l'impression de voir un peu un mix entre la Palestine, l'Ukraine, enfin et c'est fou parce que je sais pas quand il a écrit le film. Tu vois, à quel moment il a écrit le film, parce que le conflit était pas au niveau où il est aujourd'hui, par exemple, de conflit palestinien, israélo-palestinien. Tu vois, mais c'est marrant de voir ça aujourd'hui, parce que déjà un film de super-héros qui a une prise de position assez claire et qui parle de quelque chose de politique aussi frontalement, c'est pas tout le temps. C'est assez rare quand même, et de conflit actuel, parce que c'est un film de super-héros qui est en prise avec son époque, et ça c'est vraiment un truc hyper intéressant et un truc qui malheureusement n'existe plus, quoi, parce que t'as l'impression que les films de super-héros ils parlent un peu que d'eux-mêmes au final, ils parlent plus vraiment du monde dans lequel on vit, etc. Et là bah, c'est plutôt frontal. Il y a Dark Knight quand même qui avait le truc un peu ben Dark Knight tu remontes à 2008. C'est parce que voilà. Ouais. Mais après il y en a sûrement dans les 15 dernières années, vu qu'on a eu 50 films par an, mais je veux dire il y en a pas beaucoup, quoi. C'est pas Ouais. tout le temps, quoi. Et ouais, on a quand même ce pays qui justifie son invasion pour le bien du peuple qui y habite, quoi, quand même. Mais c'est vrai que ça fait écho à beaucoup de choses qu'on a entendues, et ça pose des questions sur pas mal de choses, quoi. Est-ce qu'on doit intervenir dans ces pays-là pour aider des gens, alors que ça peut créer des problèmes politiques avec les autres pays. Enfin voilà, ça parle de géopolitique, d'interventionnisme de Superman. Est-ce que Superman devrait intervenir pour aider les gens, quand bien même ça peut créer des gros problèmes politiques? C'est des questionnements hyper intéressants, quoi, en fait, je trouve, et hyper actuels, quoi. Et puis le film se positionne clairement sur ça, sur ce que Superman, s'il existait, il n'existait pas, mais devrait faire ou quoi, tu vois. Et moi je regrette que, et je t'avais dit je regrette, mais en fait je regrette pas tellement, parce que je trouve que la question elle est posée, elle est plutôt explorée, même si voilà, c'est pas non plus le film le plus politique, le mieux, qui traite le mieux la question politique, mais en fait est-ce que c'est ce que le film a besoin d'être, tu vois? Est-ce que le film a besoin d'être tu vois, le film de base c'est juste un divertissement voilà, qui a certaine conscience politique, qui parle un peu de politique, il est pas obligé d'aller aussi loin, je suis d'accord, mais il le fait. En fait, il le fait, et ça, je trouve ça bien. Ouais, mais après, moi, je trouve que le film lui donne raison, puisqu'à la fin, t'as le Justice Gang qui intervient pour aider la population et tout, et qui se bat contre l'armée, contre l'armée je veux dire d'Israël, mais de la Moravie, quoi. Et donc ça donne un peu raison. D'ailleurs, il y a même une discussion d'un politicard, là, enfin, un mec de je sais pas quoi, on sait pas trop qui c'est, mais qui parle avec Rick Flag Senior et qui dit j'espère que vous aimez bien les méta-humains, parce que maintenant, ça y est, ils ont le pouvoir. Oui, mais après, le truc que je regrette, c'est que le truc vis-à-vis du gouvernement américain, par exemple, avec Rick Flag et tout ça, c'est pas si exploré que ça. Non, voilà. c'est pas. Et puis même, je trouve que ça va très rapide, le retournement du Justice Gang, au final, à la fin, qui n'accepte pas de l'aider, puis en fait O'Girl et Green Lantern acceptent de l'aider. Bon, voilà, c'est assez simpliste dans la manière dont c'est fait, mais le film donne une réponse à ce truc-là. Il dit qu'en fait on ne peut pas rester neutre. On peut pas rester neutre, en fait. On peut pas juste laisser les choses se faire, parce que c'est comme ça que il y a des horreurs qui surviennent, quoi. Et moi je trouve que c'est très courageux, et c'est ce qu'il faut faire dans un film de grand divertissement américain, de pas juste être on va pas traiter trop la question politique, surtout quand on est un film des fois politique. Tu l'as dit, Captain America, Brave New World, c'est quand même choquant que c'est un film qui ne traite absolument de rien de politique, alors que il y a un président des États-Unis. Enfin, c'est un truc de fou, quoi, de pas traiter son sujet à ce point-là. Et là, oui, moi je trouve qu'il a eu ils ont porté leurs couilles, quoi. Voilà, clairement. Non, ouais, je suis d'accord. Et enfin, on va rentrer dans la dernière partie, les personnages. Voilà, moi, je trouve que c'est un quasi sans faute, en fait, dans les personnages. Mais en fait, ça m'étonne même plus de James Gunn, en fait. Enfin, c'est vraiment son point fort, moi je trouve que c'est les personnages, et ça a toujours été ça. C'est-à-dire que c'est un film hyper sincère, comme fait James Gunn, et il croit toujours en ses personnages, à son histoire. Combien même cette histoire elle est ridicule et tout ça, il y croit toujours à fond, il a toujours un amour pour son matériau, qu'il l'adapte, voilà. Et là, déjà le casting, toujours impeccable pour tous les personnages, et ça a toujours été le cas chez James Gunn, mais moi les personnages, je suis à fond jusqu'au bout, et on va commencer par Monsieur Clark Kent, Superman. Enfin, c'est mon Superman, moi, clairement. Je sais pas pour toi. Oh bah oui. De toute façon, c'est bon, c'est parti. Hein. Je crois que ouais. C'est comme je disais au tout début, c'est un Superman qui est humain, quoi. Qui se permet de s'énerver, qui se permet d'être pas parfait, etc. Et bon, c'est ce qu'il dit à Lex Luthor à la fin. Il dit voilà, moi je suis humain, et puis voilà, j'ai des émotions, etc. quoi. Et voilà, il est pas voilà, c'est un des meilleurs Superman. Déjà parce que David Corenswet,
le joue très bien. Moi, je trouve. Mais après, moi, je le sentais déjà bien, et j'avoue que je trouve qu'il représente hyper bien Superman. Déjà, il porte bien le côté Superman, mais il porte aussi bien le côté Clark Kent. Et d'ailleurs, il joue un peu sa voix et sa posture comme Christopher Reeves. Pas aussi bien, parce que je pense que Christopher Reeves, à ce niveau-là, il est imbattable, mais il le fait. Et je trouve qu'il le fait bien. Tu vois, les deux côtés de Clark Kent et Superman, même si c'est pas tant utilisé que ça, finalement, le fait qu'il y a Clark Kent dans le côté double identité, quoi. En fait, c'est pas si utilisé que ça, c'est utilisé dans les 30 premières minutes, etc. Mais au final, après, oui, on est plus sur Superman, mais comme il traite du côté humain de Superman, techniquement, il traite un peu Clark Kent par essence aussi. Enfin, c'est un peu ça aussi qui transparaît. Mais moi, c'est vraiment l'acteur qui m'a fait aimer ce personnage, parce que moi, j'ai pas grandi avec Christopher Reeves, en fait. J'ai pas grandi avec lui, et du coup, Christopher Reeves, ça me paraît toujours un peu daté, etc. Même s'il est incroyable, Christopher Reeves, et je ne lui enlève rien. Et moi, comme j'ai dit, j'ai un problème avec le Superman de Cavill, qui est un très bon acteur en tant que Superman. Je trouve que ça lui va bien, mais je trouve qu'il y avait un problème dans le traitement du personnage. Et là, effectivement, c'est un Superman qui a de la personnalité. En fait, il est plus humain, en fait. Alors oui, il est un peu niais, naïf, certes, mais parfois il est en colère, il est fragile parfois. Et ça, attention, hein, Superman qui a des fragilités, qui a des défauts, attends, faut pas, hein, quand même, hein, ça, il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, mais enfin, ça, c'est n'importe quoi, moi je trouve. Et il a plus de défauts pour moi, et c'est bien que le personnage, c'est pas Jésus réincarné, c'est pas un être surpuissant à qui on sait qu'il va rien arriver et à qui je peux pas me reconnaître. C'est-à-dire que je me sens toujours plus proche de lui avec ça, avec ses dilemmes, avec ses défauts, avec ce côté fragile. Et ça veut pas être pour autant dire que il a pas de moment badass, il a pas de moment où il est pas fort. Oui, il a ces moments-là, mais pour que je m'attache un peu à un personnage, il doit pas être un montagne de muscles qui est là juste pour frapper. Il doit avoir des fragilités. Et moi, je trouve que le film, il y a pas de raison que Superman soit traité pour moi que comme un mec ultra musclé qui a pas de défauts et qui bombe le torse tout le temps. Non, il a des fragilités et c'est très bien. Ce dont parle le film, c'est que en fait, il est plus humain que certains humains, quoi, Superman. Et ça, il le fait bien, quoi. Comme on dit, le truc de qu'il sauve l'écureuil, ça me fait penser. Il y avait une scène comme ça dans le Superman de Christopher Reeve de 78 où il sauvait un chat dans un arbre. Oui. C'était un peu une blague, on disait ouais, Superman c'est le mec qui sauve les chats. En fait, il y avait vraiment ça dans le film de Donner. Et là, il y a ce même truc avec l'écureuil, mais en fait, ça montre un truc que moi j'aime bien, c'est qu'en fait, il considère que toute vie est précieuse, quoi. Même celle du kaiju, celle de l'écureuil, celle de la petite fille, enfin celle de tout le monde, quoi. Et vraiment, lui, il considère la vie comme quelque chose de très important. Et ouais, ça change de Cavill, c'est sûr, c'est autre chose, quoi. Il va pas détruire tout Metropolis, quoi. Bon, voilà, quoi. Oui, mais là, pour le coup, là où il fait un portrait qui est super beau de ce personnage, je trouve, James Gunn. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un mec sincère qui est dans un monde qui est rempli de cynisme. Et en fait, et c'est ça d'ailleurs qui en fait un marginal, en fait, dans le monde, dans le film de Superman. C'est marrant parce que il aime bien traiter des marginaux. Bon, c'est James Gunn, mais la manière dont il fait de ce perso un marginal, je trouve qu'il est super. C'est le mec qui est rempli de bonté, qui est sincère, et c'est pour ça qu'il est marginal, parce que, en fait, qu'il soit un extraterrestre, c'est pas ce qui le rend à côté, quoi. C'est vraiment qu'il est dépourvu de tout cynisme. Il est empli toujours de bonté sincère. Et c'est hyper actuel comme truc, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui où on est rempli de pragmatisme, de cynisme, sur les réseaux sociaux notamment, par exemple, oui, peut-être que le move le plus punk, c'est d'être le mec le plus gentil, en fait. C'est peut-être ça aussi, d'être sincère, d'être gentil, de pas être cynique. C'est peut-être ça aussi, peut-être, dans notre monde. Les gens me disent, j'ai besoin de ce film, et c'est vrai que c'est un peu débile de dire, oui, ce film, voilà, il m'a redonné, je sais pas, espoir en l'humanité ou je sais pas quoi, mais il y a un peu de ça aussi, quoi. Ah complètement, ouais. Moi, j'aime plutôt bien ce message. Oui, parce qu'en fait, peut-être qu'on est dans un monde maintenant, tout le monde est un peu énervé, tout le monde est un peu méchant. et c'est vrai que d'être le anticonformiste, c'est d'être gentil, quoi. Et j'adore même quand il pousse ce trait-là, quoi. C'est-à-dire que, comme tout dans le film, il le pousse très bien. Et là, c'est vrai que Tali, il est bon avec tous les êtres. Le kaiju qui sont affrontés, il veut pas le tuer, il veut trouver un moyen de... Et même, ça crée à des moments un peu risibles, naïfs, où t'as Mr. Terrific qui lui dit mais arrête mec, on va pas sauver tous les kaiju et tout. Mais lui, il est vraiment comme ça, quoi. Il veut sauver les écureuils. Oui, il veut le mettre dans un zoo galactique et tout. Les robots, quand ils meurent, là, ces robots, il est assez triste. Même l'ingénieur, à la fin, il y a des dialogues où l'ingénieur qui est contre lui, à la fin, il dit t'es pas obligé de faire ça, tu peux... Oui, c'est vrai, il dit... Ouais. Le mec, il veut vraiment sauver tout le monde. Et oui, c'est un côté un peu naïf, mais ça le rend incroyablement attachant, quoi. Moi, je le trouve, ce personnage. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à un certain personnage. Naruto. Naruto, il était comme ça. Bah oui, complètement. Hein. Tu sais, tous les ennemis, il veut toujours que ça se devienne ses potes. Mais Naruto, maintenant que tu y penses, oui. En fait, Naruto, c'est un mec dépourvu de tout cynisme, qui est extrêmement sincère, et c'est
sa sincérité, sa naïveté qui permet de transformer certains méchants qu'il a en alliés, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu ce truc-là, en fait, Superman. C'est un peu Naruto avant l'heure, effectivement. Bien vu, Ista. Bien vu, Ista sur Naruto. Après, Naruto, il est plus fort en Tokyo-jutsu, quoi. Parce qu'ils les auraient tous, ils les auraient tous transformés en gentils. C'est vrai. Mais par contre, j'ai l'impression que l'ingénieur, vu comment elle finit, on sait pas trop. C'est un perso qui va revenir plus tard. Normalement, elle fait partie de l'Authority, donc c'est un perso qu'on va revoir, je pense. Et qui va peut-être faire une... Je me disais, ça va peut-être une genre de Nebula, tu vois, qui va peut-être devenir gentille. Mais évidemment qu'elle est pas morte, parce que Superman ne tue pas. Non, voilà, dans le film, Superman va tuer personne. Et il y a des gens qui vont dire, c'est pas réaliste, on n'est pas dans un univers réaliste, on est dans un univers de comics, ça se passe comme ça. Voilà, moi ça me dérange pas du tout. Allez, hop. C'est vrai qu'il n'y a pas de mort. Bah si, il y a un mort, mais techniquement Ultraman. Mais est-ce que c'est un clone? Est-ce que c'est considéré un être humain? Et puis en fait, il va dans un trou noir après. Hein. Donc on sait pas s'il meurt. Donc on sait pas. Mais après, oui, techniquement. Ah non, il y a Malik qui meurt. Mais on va dire que. Oui. Ce personnage meurt. Enfin, c'est pas du fait de Superman. Voilà, c'est ça aussi. Après, je trouve qu'il a, justement, on parle de Malik. Il a une relation avec les habitants qui est assez intéressant aussi. Il y a ce personnage de Mali qui est introduit au début et qu'on se doute pas du tout de son destin, malheureusement, qu'il va mourir. Et il lui dit, moi, je t'ai offert à manger une fois et tout. Je trouve ça assez touchant, quoi. Tu vois, pour le coup, même tous ces super-héros du Moyen-Orient qui l'appellent à l'unisson, qui lui brandissent son drapeau, etc. On sent que c'est vraiment une vraie figure, de sauveur, quoi, qu'il a, quoi. Même si je pense que ça aurait pu être un peu plus creusé, sa relation avec le peuple, je trouve que c'est déjà pas mal, ce qu'ils ont fait, quoi. Oh, c'est pas mal, parce que même pendant comme tu dis, sur le Kaiju attaque, au moment où il l'arrête, il demande à des gens dans des bureaux, il fait ça va bien et tout. Tu vois toujours qu'il est tout proche du peuple. Même si au début du film, en fait, il y a un délire comme quoi le peuple, en fait, il doute un peu sur lui quand même. Ils sont pas encore avant qu'il y ait le fameux message de Jor-El. Ouais. Mais ils sont un peu, il y a un peu une histoire comme quoi ils doutent un peu, ils disent il aurait peut-être pas dû intervenir au Jor-El. Oui, mais après ça c'est la question que aussi pose le film, c'est-à-dire que les gouvernements, les journalistes sont en mode, est-ce qu'il a le droit de faire ça, avec quelle autorité? C'est intéressant. Quelle autorité Superman a le droit d'aller sauver les gens, a le droit d'intervenir? C'est vrai que t'es en mode oui, tu vois, c'est des trucs intéressants, mais c'est vrai qu'il y a un rapport avec le peuple aussi vis-à-vis des médias. Ça aussi, c'est très actuel, encore une fois, où l'information va très vite, les téléphones portables sont sortis, il y a tout un truc avec ça, et avec l'image qui renvoie. Et il y a des gens qui ont dit, c'est pas normal, ça va trop rapide, la manière dont les gens se retournent contre lui. Est-ce que vous avez vu le monde actuel? À quel moment ce serait rapide? Ça peut pas être rapide que les gens se retournent contre quelqu'un. Voilà, moi je pense que c'est pas irréaliste du tout, déjà comme truc, et bon, faut arrêter de chercher le réalisme aussi. Ce que j'aime beaucoup aussi avec son personnage, c'est son rapport avec ses parents. Et ses 4 parents, du coup, pour le coup, parce que on parle beaucoup de la figure des parents dans les super-héros, et là, pour le coup, il a réussi à redéfinir le personnage avec un truc que j'avais pas vu. C'est-à-dire que les persos des parents de Superman, à savoir Jor-El et je sais plus comment elle s'appelle. Parents biologiques. Ils sont égratignés. C'est ce qu'il y avait un peu dans The Batman, que j'avais beaucoup aimé dans les 3/4, malheureusement, qui revient un peu dans la dernière partie, c'est que ces figures de parents qui sont tout le temps censés être blancs, immaculés, tout ça, ils sont pas forcément les gentils qui pensent être, quoi, tu vois. En plus, les parents de Batman, c'était des gros bourgeois. Moi, je pense qu'il faut partir du principe aussi qu'ils sont pas tout blancs, ou quoi. Et c'est un peu pareil pour Superman. Là, il y a un peu un délire eugéniste aussi avec les parents qui me semble pas inintéressant et qui redéfinit beaucoup le personnage. Et c'est marrant parce que c'est tout le trajectoire du personnage de Superman. Il choisit ses parents humains plutôt que ses parents. Voilà. Et là, tout le personnage, et voilà, c'est thématiquement hyper approprié. Et moi, la scène avec les parents, elle m'a fait quelque chose émotionnellement quand le père Kent lui parle, qui a un discours totalement inverse à celui que balançait celui dans le film de Zack Snyder, mais moi je trouve que ça a vraiment fonctionné émocionnellement avec moi, quoi. Tout est inversé, puisque Jor-El, par contre, n'est pas quelqu'un qui veut envahir la Terre dans celui de Snyder, alors que là, Jor-El, en fait, ça pourrait être le père de Zod, quoi. Parce que là, en fait, il veut faire ce que Zod a fait dans Man of Steel, au final. Ce que Zod veut faire dans Man of Steel. Mais il y en a, ils ont pas aimé ce truc-là par rapport à Jor-El, le fait qu'il fasse ça. Moi, ça me dérange pas. Je veux dire, le personnage de Jor-El, on s'en fout, moi. On s'en fout un peu, hein. Je veux dire, il est là au début, et puis après, on le voit plus, quoi. Donc, bon, oui, mais surtout, moi, je trouve que c'est sympa de faire quelque chose d'original avec les personnages. Moi, je trouve que ça du jeu de quelque chose, quoi. Mais ce que j'aime bien avec le discours à la fin du père Kent, et qui est vraiment à l'inverse de Snyder, parce qu'il est vraiment, c'est-à-dire que, déjà, ce
qui intéresse James Gunn, c'est l'humanité du personnage, contrairement à Snyder, lui c'était la figure christique. Et c'est vrai que les parents de Superman, dans la version de Snyder, n'arrêtaient pas de lui dire ce qu'il devait être. Tu dois être un guide du peuple. Que ce soit Jor-El ou le Jonathan Kent, c'est toujours la même chose. Ils lui disent que tu devrais être ci, tu devrais être ça. Et là, mais il a vraiment un discours. Je sais pas si c'est fait exprès d'être à l'inverse de Snyder, mais en tout cas, il lui dit, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois être. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Il dit vraiment un discours comme ça, quoi. Et c'est ça qui est marrant, quoi. Je trouve, c'est vraiment la vision du personnage qui est radicalement différente avec celle de Snyder, quoi. C'est vraiment les deux inverses, quoi. L'un, c'est le côté humain et l'autre, c'est le côté christique, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Après, j'ai envie de dire dans Snyder, est-ce que c'est pas parce que est-ce que Martha, elle était pas dans ce truc-là aussi, mais en fait, elle écoutait son mari. Alors peut-être pas lui écouter son mari, c'est tout. Je me souviens plus, Martha, ce qu'elle dit. Mais après, Martha, je pense qu'elle doit quand même être du côté plus humain de Clark Kent, mais après, ça paraît un truc qui m'a marqué. Je pense que peut-être dans le film de Snyder, Martha était peut-être le truc qui voulait accrocher plus au côté humain du personnage, quoi. Enfin, ce que je me souviens, c'est quand même les figures des deux pères de Clark Kent qui sont plus mises en avant que Martha, quoi. Si, Martha, il y avait le truc comme quoi, tu sais, quand il était à l'école primaire, là, il se contrôlait pas et elle venait l'aider et tout, là. Oui, c'est vrai. Mais enfin, je veux dire, les discours, les thématiques, c'était beaucoup plus centré sur les deux pères, quoi. C'était le père. Et puis j'aime bien que les deux parents dans celui-là, dans ce Superman de James Gunn, ce soient des vrais compagnards, quoi. Tu vois. C'est pas des BG, quoi. Ils sont assez âgés, quoi. Ils sont même très vieux. Mais du coup, je sais pas, ils sont beaucoup plus directement, ils suscitent beaucoup plus ils font plus réalistes. Déjà plus réalistes, mais surtout, ils suscitent beaucoup plus d'attendrissement, quoi, de notre part, quoi, d'empathie directement, quoi, je trouve, ces personnages-là, quoi. Par contre, petit bémol, mais qui n'en est pas un, c'est-à-dire qu'il porte super bien le costume, je trouve, David Coran Sweat, et le costume me dérange pas, parce que, encore une fois, dans l'univers qui est dépeint, c'est cohérent, je trouve, d'avoir ce costume-là, voilà, costume de catcheur. Pour les enfants, ça marche. Mais bon, je préfère quand même celui de Man of Steel. Voilà, celui de Man of Steel, je trouve que c'est un des meilleurs costumes. Toi, je sais que tu n'es pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve que c'est un des meilleurs costumes de super-héros. Je préfère celui d'Henry Cavill. Voilà. Maintenant, je trouve qu'il porte bien le costume. C'est pas du tout un problème pour moi dans le film, le costume. Oui, non, mais moi, je préfère celui de Coran Sweat, ouais. Parce que, voilà, Superman, c'est le slip rouge. Mais j'aimais bien la justification de David Coran Sweat qui disait que, effectivement, tu disais Tony Catcher. Bah, il disait qu'en fait, lui, il a un peu milité pour ça parce qu'il disait, oui, en fait, il dit que le fait d'avoir un costume un peu, lui dit silly, je crois que ça veut dire un peu ridicule en traduction française, c'est aussi que il veut montrer, en fait, que c'est une figure rassurante et que c'est pas un mec qui vient pour tout bastonner et tout, mais quelqu'un qui veut rassurer les gens et peut-être même, tu vois, inspirer les gens. Être un côté un peu inspirer les gens et puis même, tu vois, que les gens l'aiment bien et que les enfants le trouvent cool et tout, tu vois, quoi, et qu'il est une figure rassurante, quoi. Non mais complètement, tu vois, là on est clairement dans ça et moi ça me dérange pas du tout cette approche, quoi. Lois Lane, c'est 100%, on est d'accord. Oui, elle est bien, ouais. Bah, en fait, elle a un charisme naturel, Rachel Brosnan, qui est incroyable. Voilà, j'aime beaucoup sa caractérisation en plus, mais il a aussi ce truc-là qu'on va revenir après dans les personnages principaux. Il arrive à caractériser ses personnages très rapidement avec des trucs très simples. Genre par exemple, elle est hyper active, quoi. Lois Lane, elle est addicte au sucre déjà. elle fait des trucs au sucre de fou. Elle est hyper active, elle arrête pas de bouger et tout. Moi j'aime bien, tu vois, elle est un peu speedy comme ça et ouais, moi j'aime bien le fait que ce soit pas une demoiselle en détresse comme à chaque fois dans toutes les versions de Superman. Oui, c'est vrai, ça. Elle est là pour se faire rattraper par Superman et qu'elle est sauvée, etc. Ou dans la C'est marrant, c'est plus Superman qui est en détresse dans le film, avec elle va le sauver avec Mr. Oui, Terrific. bah à la fin, oui, elle bon après l'aider. Enfin franchement, ils arrivent pour lui montrer pour la sortie, quoi, pour le coup. Oui, oui, bon. Mais ouais, moi j'aime bien sa caractérisation et après je la préfère clairement à celle de Snyder et celle de 78. Celle de 78, je trouve qu'elle avait un bon caractère, mais voilà, c'était une demoiselle en détresse qui était, voilà, on était en 78, voilà, on va pas se mentir, voilà, c'était comme ça. C'est la meilleure version de Lois, là. Et celle de Snyder, voilà, je trouve qu'elle était un peu baladée par le scénario, là où elle avait besoin d'être, elle y était. Mais c'est vrai que, bon, Amy Adams, je trouve c'est une bonne actrice, quoi, tu vois, elle porte quand même le truc, mais je trouve qu'elle rivalise pas du tout avec ce que Rachel Brosnan, elle a joué, etc. On ne dégage pas la même chose. Non, mais même, tu vois, c'est pas un problème d'actrice, tu vois, pour moi, le personnage de, tu vois. Oui. Et là, par contre, oui, l'actrice, elle est géniale. L'alchimie avec David Coran Sweat, elle est là, mais direct, quoi, dans les scènes de façon de dialogue entre les ping-pong, c'est parmi les meilleures scènes du film, je trouve, et l'alchimie, elle est directe là, quoi. C'est quelque chose que,
je trouve qu'on voyait moins dans les autres versions de Superman. En tout cas, je la sentais beaucoup moins prégnante. Ici, la relation entre Superman et Lois, elle est super, quoi. Mais vraiment, les moments de dispute et de complicité, dans la manière dont ils sont dialogués, la manière dont ils se donnent, en fait, dans ces scènes-là, moi, je trouve que ça caractérise hyper bien les personnages et leurs dilemmes. Et moi, ça me les fait. Franchement, la première scène où ils se disputent dans la truc, ça me les a fait les aimer directement, quoi. Oui, c'est d'ailleurs une des premières scènes qu'ils ont tournées, je crois. C'était même ça, la scène qu'ils faisaient en test, tu sais, pour voir l'alchimie entre les acteurs, quand on en parlait dans les news, qu'il y avait ce truc-là. Bah, complètement. Et en plus, c'est quelque chose que, moi, je m'attriste beaucoup de voir dans beaucoup de films de super-héros et de blockbusters, c'est qu'il n'y a plus vraiment de romance. C'est vrai les romans sont un peu mis de côté, ou alors c'est un peu les mêmes choses et tout. Là, on a une vraie romance dans un film hollywoodien où les personnages s'aiment, et même le film se finit avec, se termine pas là-dessus, mais il se finit quand même sur un beau moment où Lois et Clark, tournent ensemble et sont très amoureux, et je les trouve très mignons ensemble, et on a un vrai couple, que j'aime beaucoup, quoi, dans un film de super-héros. Et ça fait combien de temps que j'ai pas vu un couple dans un film de super-héros où je me dis, putain, je les aime bien tous les deux, quoi. Putain, je suis en train de réfléchir, mais là, c'est compliqué, quoi. Bah, Pepper Pot Tony, non, je sais pas. Ouais, enfin, mais là, t'es obligé de remonter tellement loin, quoi. 15 ans, quoi. WandaVision, je sais pas. Ouais, mais ouais, plutôt. Mais après, c'est la série qui arrive. Mais tu vois, ça arrive très tard aussi, WandaVision. Et puis, il faut faire un show sur une romance. Enfin, ouais, bref, peut-être WandaVision. T'as peut-être raison, en fait, au final. Mais il y en a pas beaucoup, en tout cas, je trouve, dans les blockbusters, des romances qui marchent sur les 15-20 dernières années. Et ouais, bon, là, je suis content d'avoir eu ça. Lex Luthor, le MVP, on est d'accord? Oui, j'adorais. Oui, il est drôle. Il y en a, ils le trouvent trop caricatural et tout, mais moi, je trouve que c'est ce qui fonctionne, en fait. Hein. Sans deck, il est trop caricatural. C'est un méchant de comics. Enfin, c'est encore une fois, les gens, je pense qu'ils ne veulent pas accepter l'approche du truc, quoi. Enfin, moi, je comprends pas qu'on peut dire qu'il est trop caricatural. Pour moi, oui, ça va avec le ton complètement du film, quoi. Et moi, j'adore que c'est vraiment le Lex Luthor qu'on avait envie de voir, parce que les Lex Luthor qu'on a eu, c'est Gene Hackman, c'était pas outre le fait que c'est pas vraiment le personnage des comics, qui est pas un problème, je le trouve pas très intéressant comme personnage. Et Jesse Eisenberg, l'interprétation me laisse très perplexe, pour pas dire que je la trouve moi bien. J'aimais pas, parce que j'avais l'impression qu'il voulait refaire le Joker de Heath Ledger. Il y a un peu, c'est pour ça que je parle de l'interprétation, le fait de pousser ses gimmicks et tout, même si je trouve que c'est intéressant l'acteur qu'ils ont choisi, le moment où il a été choisi, etc., d'être un genre de Mark Zuckerberg. Je trouve, oui, je comprends l'idée, mais dans la réalisation, ding 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 là, et tous les trucs comme ça, ça m'a pas plu du tout. Et là, et puis le Kevin Spacey de Superman Returns, c'était juste la suite de Gene Hackman, donc il jouait comme Gene Hackman. Je l'ai même pas compté tellement, voilà. Mais là, j'ai vraiment l'impression de voir l'essence du personnage, là, vraiment retranscrit, à savoir le rageux originel, quoi. C'est vraiment un haters, quoi, avec Lex Luthor. C'est-à-dire, et c'est un vrai méchant de comics, assumé comme un méchant de comics, c'est un vrai connard, quoi. Un vrai connard, comme le maître de l'évolution dans les Gardiens de la Galaxie 3, par exemple, où c'est un mec, t'as envie de le baffer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'un peu, hein, parce que même il enferme ses ex dans son univers de poche et tout. Enfin, c'est assez abusé, quoi. Mais ouais, il va loin. Puis les singes, comme je disais tout à l'heure, pour faire des hashtags super shit là sur Twitter. Et le fait qu'à un moment ils disent en fait il a étudié, enfin ils le disent au début du film, il a étudié Superman depuis des années, qu'il sait exactement les coups qu'il va faire et tout, et donc en fait il sait quel coup il va donner avec le marteau de Boravia, là ils disent au début. Moi, je trouve ça fou là avec le B3, B. c'est complètement n'importe quoi, mais on est encore une fois dans un univers cartoonesque. Moi ça me dérange pas qu'il ait ce truc là. Même je trouve que même ça renforce un peu son côté terrifiant, parce c'est vraiment le Lex Luthor qui paraît vraiment redoutable, quoi. Il est vraiment intelligent, quoi. Enfin, il me paraît vraiment intelligent, quoi. Il me paraît vraiment redoutable pour Superman, et un vrai danger, quoi. Tu vois, ce mec là, c'est pas tu vois, je me dis pas oui, c'est tranquille, quoi. Et comme je l'ai dit juste avant, je le déteste. Et merci, quoi. Merci qu'il soit comme les Gardiens de la Galaxie 3, le méchant était vraiment détestable, parce que en fait déjà ça nous permet de s'identifier encore plus à Superman, de vouloir encore plus qu'il gagne, parce qu'on est dans une mouvance que je déteste pas sur le papier, mais qui est là depuis un moment, c'est-à-dire de donner absolument un méchant où on va expliquer pourquoi il est devenu méchant, et qu'en fait finalement la ligne est très fine entre le fait qu'il soit méchant ou pas, quoi. C'est-à-dire c'est presque dommage, parce que des fois t'as l'impression qu'il y a des films, et t'as des films où c'est dommage, mais on veut nous faire aimer le méchant. Limite même plus que le héros parfois, mais tu te dis mais c'est absurde, tu sais, dans l'idée de te dire après je pense que ça peut être une idée artistique, etc.,
Mais il y a beaucoup de personnages où je me dis, mais c'est pas normal que je sois plus derrière le méchant que le héros, quand même. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et ça peut être bien fait des fois, mais souvent c'est artificiel. Et je pense qu'on avait parlé, par exemple, de Black Panther 1. Que c'est un problème, en fait, dans Black Panther 1. Parce que dans les trois quarts du film, bah, tu dis, bah ouais, il a plutôt raison, en fait, Killmonger. En fait, pourquoi je roterais pour T'Challa, Kator et tout. Et à la fin, bon, bah, forcément, il faut que le méchant redevienne vraiment méchant. Parce que là, tout le monde se dit, mais. Enfin, pourquoi je voudrais que Black Panther gagne? Et bah oui, à la fin, il devient complètement un méchant fou suicidaire, et du coup, ça crée des incohérences même dans la caractérisation des personnages. Là, non, on assume que le méchant, il est méchant, et on veut qu'il se fasse défoncer la tête, quoi. Et Nicolas Hoult, je m'excuse, parce que je suis pas un acteur que je portais dans mon cœur. Je reconnais, j'avais vu des films qui étaient pas mal avec lui, mais lui, il m'a jamais transcendé. On se souvient de lui en Beast, dans X-Men. Le personnage de Beast, voilà, dans les X-Men, c'était pas quelque chose de très bien, je trouve. Tu vois, mais le personnage de Nicolas Hoult s'en donne tellement à cœur joie, je trouve, dans le personnage, quoi. C'est-à-dire que c'est un genre de Donald Trump, Elon Musk, mais qu'en fait pas trop dans la caricature. Voilà, il fait pas comme Jesse Eisenberg avec Mark Zuckerberg. Et je trouve qu'il y a une vraie évolution, en fait, dans la manière qu'il a d'être. C'est-à-dire qu'au début, il est très froid, très calculateur, comme on le connaît dans les comics, etc. Et il est même assez terrifiant à certains moments, quoi, tellement il est impassible, quoi, comme personnage. Et en fait, plus il avance, plus Superman arrive à déjouer ses plans, qu'à la fin il devient fou, mais pas fou à la Jesse Eisenberg, ding ding ding, hein, mais fou dans le regard, quoi. Tu sais, t'as des moments où juste il regarde Superman, il croit le tuer, quoi. Enfin, il pleure, limite. Oui, il est presque assuré. Il pleure limite de joie, et puis à la fin il pleure de rage, tel un rageux. Moi j'en ai connu des joueurs de LoL comme ça, des mecs qui pleurent de rage limite parce qu'ils le détestent tellement, quoi, qui veut le tuer. Il veut le tuer, il veut détruire toute son image, quoi, son image publique. Il a fait tout un plan juste pour tuer toute l'image de Superman, quoi, tuer son image publique et après le tuer, évidemment, véritablement, quoi. Et je trouve que sa haine, elle se voit tellement dans ce regard. Enfin, c'est succulent, quoi, quand même, comme méchant, quoi. Oui, et puis il s'amuse à le filmer avec un fisheye, là, un grand angle, sa grosse tête, là, et oui, tu le vois bien rager. Deux, trois fois, il le fait, il le fait, et puis effectivement, il déteste bien Superman, hein. Et puis, enfin, voilà, après, ça rentre dans la thématique. En fait, il reproche à Superman de pas être un humain. Il a un complexe d'infériorité, et en final, c'est lui le moins humain des deux, au final, avec son speech final avec Superman, voilà, qui est pas mal, quoi. Et il est accompagné de sbires qui sont plutôt cool. Voilà, on a parlé d'Ultraman. Moi, je trouve que c'est pas le meilleur sbire, mais moi, par exemple, l'ingénieur, je trouve son design super. Moi, j'aime beaucoup le design de l'ingénieur. Oui, après, c'est plus sur les designs, parce qu'ils ont pas des personnalités très développées. Mais ouais, l'ingénieur, j'aime beaucoup comment elle se bat et tout. Tu vois. Ah non, mais et là, on va rentrer sur quelque chose. Je m'en fous, en fait, que de l'ingénieur. De savoir d'où elle vient ou quoi. En fait, je sais qu'il y a des gens qui vont pas accepter ça, mais moi, l'ingénieur, elle est juste un design cool. On a une phrase de caractérisation. Ça suffit. Oui, elle a sacrifié son corps pour ça. Et c'est très bien. Pourquoi ce personnage aurait besoin d'une caractérisation spéciale, de expliquer de tout pourquoi. Dans le film, je trouve que c'est un méchant secondaire, un sbire. Il a pas besoin d'avoir une origin story de tu vois. Genre, moi, je trouve, tu me le caractérises juste rapidement et ça me suffit, tu vois. Mais tu vois, même dans Man of Steel, il y avait la meuf qui était avec Zod, et moi j'aimais bien. Oui, mais parce que c'est pas un perso qui a besoin de développement, tu vois, c'est pas des persos, c'est en quelques répliques tu comprends, et puis voilà, quoi. Et c'est le cas d'ailleurs de plein de persos secondaires du film, où des gens, là je suis un peu en désaccord avec eux, c'est-à-dire qu'ils sont secondaires ou extrêmement secondaires, tertiaires et tout, mais ils sont géniaux, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont caractérisés hyper rapidement, et pour moi il y a pas besoin de plus, ce ne sont pas des persos principaux. Tu vois, ils ont pas besoin de quelque chose. Moi, ils avaient juste besoin de bien me les caractériser rapidement et de me le rendre attachant avec quelques trucs. Et moi, de toute façon, le focus c'est Lois, Clark et Lex, quoi. C'est ça. Et après les autres, c'est des persos secondaires. Et en plus, ça permet, je trouve, de rendre cet univers super-héroïque, fantastique, beaucoup plus vivant, d'avoir toute cette galerie de personnages, des Justice Gang, etc. Mais on reste quand même sur un film Superman. Voilà, les autres, voilà. Mais par contre, c'est ça que j'aime bien avec James Gunn, c'est que tous les persos secondaires, même tertiaires, quoi, ils sont hyper caractérisés hyper rapidement. Genre, il y a un sbire de Lex Luthor qui a des lunettes et qui fait des trucs technologiques pour lui et qui tient tête des fois à Lex Luthor et tout. Il a 2-3 répliques rapides, mais je sais pas, je trouve ce personnage directement un peu intéressant, quoi. Il arrive vraiment à m'accrocher quand même pas mal avec pas mal de persos, quoi. Et je sais que des gens voudraient plus, mais il faut pas oublier que, désolé, c'est des persos secondaires. Ils sont pas là pour être, tu vois, moi, Perry White, est-ce que j'ai besoin que Perry White soit plus caractérisé que ça?
Tu vois, je suis pas sûr. Non, il est cool, il a un cigare, voilà, il a des banters, comme on appelle avec enfin voilà, il a du tac au tac dans les dialogues avec les persos, et il est cool. Et j'ai pas besoin de plus de développement avec Perry White, vraiment pas. Genre vraiment, c'est pas un perso que je pense j'ai besoin vraiment de ça, quoi. Non, mais je veux dire, après, il y a d'autres persos quand même qui se démarquent un peu plus, comme Mister Terrific, qui lui a carrément une scène d'action à lui et tout. Mais c'est pas juste un perso secondaire random, tu vois. Mr. Terrific, il se concentre vraiment dessus, et d'ailleurs Mr. Terrific c'est une des réussites aussi du film, hein. Moi je le trouve vraiment, il est stylé, il a une super personnalité, et je trouve qu'il est très complémentaire avec Lois Lane et Superman d'ailleurs, hein. Et le Justice Gang, je trouve que ça marche super bien, quoi. Mais tu vois, Guy Gardner, on le voit pas beaucoup. Quand on dit qu'il est là, comme tu disais, il est drôle, quoi. Mais c'est pas un perso qui est important dans l'intrigue, au final. Non, mais moi, pour moi, il a pas besoin d'être aussi important dans l'intrigue, comme Hot Girl, etc. Moi, ça me dérange pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que Guy Gardner, il est caractérisé hyper rapidement, il est très drôle hyper rapidement, et il a un tac au tac avec les persos qui, moi, me font l'aimer très rapidement. Et d'ailleurs, petit tacle, il utilise plus de pouvoir avec son anneau de Green Lantern dans le film que dans tout le film Green Lantern réuni, quoi. Alors qu'il a très peu de temps à l'écran, quoi. C'est-à-dire que la première fois qu'on le voit, il utilise son truc pour faire un gros microphone pour parler à tout le monde. Putain, ça c'est des idées. Il a quelques idées comme ça. Et puis c'est pas comme si il avait 50 000 scènes d'action, tu vois. Il utilise 4-5 fois son anneau. Techniquement Green Lantern, mais je trouve que c'est assez efficace. Il a ce truc qui met dans l'œil du kaiju là, où ça lui met des toc 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 dans l'œil, tu vois. Oui, des idées comme ça, quoi. Les pantoufles là, dans les mains et tout. Enfin, c'est des idées en plus qui sont en adéquation avec le personnage, parce que c'est un personnage complètement goofy en fait, Green Lantern, qui est complètement imbu de lui-même, voilà, qui est un peu ridicule, quoi, et qui est un peu comme ça. Et bah voilà, quand il fait un mouvement de main avec son truc et ça fait des gros fuck. Avec son doigt, ça met des gros doigts d'honneur aux gens, bah c'est tellement raccord avec le personnage que moi ça me fait rire, en fait, et je trouve que ça marche super bien, quoi. Après, Girl, par exemple, peut-être que oui, elle aurait mérité un peu plus, tu vois. C'est vrai que c'est un personnage, voilà. Ouais, mais on la verra peut-être dans un autre film juste ou je sais pas. Ou oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans le film, mais là, c'est pas son film. Dans le film en soi, que c'est un personnage secondaire, moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, quoi. Après, il y a peut-être Jimmy aussi, qui a un peu son moment. Ah oui, non, mais là, on parle de personnages secondaires qui ont vraiment des trucs, quoi. Moi, Jimmy Olsen, je le trouve génial, quoi, parce que c'est un perso très secondaire, hein, voilà, aussi, mais il a son moment, il a ses moments, quoi. Et moi je trouve que le fait qu'il soit considéré beau comme tout le monde, par tout le monde, au début tu te dis mais c'est juste sa caractérisation, mais en fait non, c'est utilisé dans l'histoire, le fait qu'il soit beau, quoi. Oui. C'est vraiment un truc, et c'est très drôle, quoi, ce running gag, quoi, je trouve, quoi. Non mais oui, il a un moment sympa avec le personnage de Eve Taskmaster là. Il y a une scène là où elle l'appelle et tu vois, presque il fait une danse là, et je sais pas comment c'est filmé, c'est un peu drôle, quoi. Il y a pas de musique, il y a rien, et tu le vois juste en train de danser là, c'est drôle. Oui, et même sa relation avec F.T. Schmasher, je la trouve très très drôle aussi au final, oui. Très bien, parce que F.T. Schmasher, qui est une espèce d'instagrammeuse, qui est la copine de Lex Luthor, elle paraît tellement débile et nunuche au début, et au début je me suis dit oula, qu'est-ce qu'il nous fait là, avoir l'instagrammeuse un peu nunuche et tout. Au début, et au final, tu te rends compte que elle est beaucoup plus intelligente que tu penses, quoi. C'est-à-dire que ces selfies, ces trucs-là, c'est un peu... Mais il y avait des trucs, quoi. C'est ça, exactement. C'est qu'elle est pas bête, c'est pas juste une nunuche, quoi. Elle est complètement épris de Jimmy Olsen, et évidemment de manière un peu exagérée, voilà. Mais elle est pas débile, c'est pas juste une nunuche, quoi. Et ils arrivent vraiment, même avec ces personnages-là, qui, en fait, il aurait pu ne pas la caractériser autant que ça. Et moi, je trouve que ça le fait. En fait, ça marche, en fait, au final. Elle est même assez attachante au final, Eve Taskmaster, ça c'est drôle. Et c'est le cas pour plein de personnages tertiaires, hein. Voilà. Je parlais du personnage avec la moustache, voilà. Mali qui se fait tuer devant Superman, oui, etc. Il y a très rapidement, je trouve, et ça a toujours été sa force dans tous ses films, de faire attacher les personnages très rapidement. Métamorpho aussi, évidemment, qui est caractérisé de manière hyper efficace. Super design d'ailleurs, Métamorpho, voilà, avec mix d'effets pratiques, effets spéciaux, mais ça marche très bien, quoi. Et peut-être finir sur Crypto le super chien. Ah oui, c'est vrai. Il nous manque lui parce que c'est un vrai personnage du film, hein. Pour le coup, c'est pas juste Crypto, hein. Ouais, il est très présent, peut-être trop présent. Voilà, peut-être un peu trop. Sur la fin, je trouve notamment que voilà, il revient, etc. Maintenant, moi, j'achète direct que qu'il existe, quoi, dans ce monde, et moi, j'aime beaucoup le fait qu'il se comporte comme un vrai chien, quoi. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire ça fait des scènes ridicules. Moi, je trouve que ça m'a fait rire, ça va bien dans l'univers. Et ouais, j'ai hâte de le revoir dans Supergirl, techniquement, à la fin. Donc ouais, moi je trouve que c'est pas un mauvais perso, juste il est un peu surutilisé. Là, je suis d'accord. Un peu surutilisé, mais après c'est parce que James Gunn l'adore aussi, parce qu'il l'avait raconté qu'il est, il a pris en exemple son chien qui s'appelle Ozu, et qui est un chien un peu foufou comme ça, que Gunn a, c'est son chien à lui, et il avait pris un peu même
l'esthétique de son chien et ouais, c'est un chien un peu foufou quoi. Et donc là il est comme ça, il est complètement fou, il court partout, il chope les babales, il tape tout le monde, mais c'est un peu drôle quoi. Ça marche plutôt bien au final. Et ça va vendre des jouets, voilà. Oui, ça aussi. Ensuite, on a Supergirl qui est introduit à la toute fin, donc voilà, très rapidement, voilà. Moi, ça m'a fait rire dès qu'elle est arrivée. Oui. Je me suis dit, oula, où est-ce qu'on va avec son film? C'est vrai qu'il y a un petit côté Aquaman 2 parce que tu te dis, il y a Jason Momoa dans son film, ils sont bourrés tous les deux. Oula, attention, je sais pas où on va. Mais moi, l'actrice, je l'ai trouvée super dans déjà House of the Dragon et tout, et j'ai hâte de voir vers où l'univers va, parce que c'est le prochain film d'ici, même s'il y a des séries, etc. C'est le prochain film. Et voilà, Ista, on a pas mal parlé de Superman là quand même. Je crois qu'on a pas mal fait le tour. Hein. Ouais. On a 2 scènes post-crédit, mais c'est des blagues. Voilà. Ça sert à rien. Ouais. Et je sais pas où me placer avec ça, parce que en même temps on va te dire oui, mais la scène post-crédit ça sert à rien, mais en même temps est-ce qu'on est obligé de faire des scènes post-crédit qui servent à quelque chose, qui tissent des choses? Et c'est un peu le problème que beaucoup de films du MCU, on avait dit qu'ils sont enfermés dans un logique, et même que beaucoup de gens de films ont suivi cette logique là de teaser des choses, etc. Bon voilà, la Kara elle est dans le film, tu vois. Supergirl, ils auraient pu la teaser dans le scène post-crédit, ils l'ont teasé à la fin du film. Peut-être que c'est pour le mieux au final que les scènes post-génériques ce soit que du bonus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas trop comment me positionner là-dessus, parce que j'aime bien quand même les scènes post-crédit qui teasent des trucs. Mais le problème, c'est que c'est Marvel, c'est que généralement ça tease des trucs, mais ils vont les annuler. Bon, c'est un peu ça le problème, quoi. Et voilà, nous, on a été plutôt conquis par Superman. Voilà, peut-être que vous ne le serez pas conquis par Superman, et c'est pas un problème. Voilà, n'hésitez pas à commenter, voilà, nous dire ce que vous pensez du film. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers les 5 étoiles selon les plateformes dans lesquelles vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement, et à nous suivre on est disponible sur toutes les plateformes, voilà, d'écoute possible, savoir Apple Podcast, Acast, Spotify, Deezer, Podcast Addict et plein d'autres, et à nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties, sur Twitter, X, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok, et voilà, c'est peut-être l'épisode le plus long qu'on a fait sur un film solo à nous deux, Ista, je pense. Après, je sais pas, parce que là, j'ai pas encore fait le montage, mais voilà. On a été généreux. On a fait un gros épisode, on espère que ça vous aura plu. Et Ista, on se retrouve très bientôt pour parler des news de la semaine. On fait ça. Allez, ciao. Ciao, à bientôt.